C'est là. Ouh, les émotions. Bonjour, donc bienvenue à ce e-colloque sur la thématique du genre en santé. Je suis donc Élodie Demougeot, je suis responsable qualité pour la mutualité française Bourgogne-Franche-Comté. Je suis également pour vous, professionnels des mutuelles, votre interlocutrice privilégiée. Je vous accompagne dans la création, le développement, le déploiement de vos actions de prévention et de promotion de la santé. Ma collègue Cyrielle Fauvet en fait de même auprès de vous, partenaires, qui avaient répondu également à notre invitation aujourd'hui et je vous en remercie pour votre présence. Ce e-colloque était ciblé pour les professionnels du champ de la santé publique plus ou moins éloigné et j'ai pu constater parmi les participants que bon nombre d'adhérents de mutuelles se sont effectivement inscrits à cet événement. Je suis très satisfaite de l'engouement pour cette thématique, de l'intérêt que vous avez eu pour cette thématique. Je vous souhaite la bienvenue à ce e-colloque. Vous dire pourquoi, c'était donc le titre, pourquoi la mutualité française Bourgogne-Franche-Comté s'est intéressée à cette thématique du sexe et du genre en santé. Vous avez certainement dû le constater comme nous, en matière de santé, les hommes et les femmes ne sont pas logés à la même enseigne. Alors certes, nous avons des différences biologiques. Pour autant, elles sont loin d'être la seule cause du fait qu'on ne soit pas logé à la même enseigne. Et on le verra, les représentations sociales liées au genre féminin, liées au genre masculin, vont avoir une influence sur les patients, sur le corps médical, auprès des chercheurs. Et à trop sexuer certaines pathologies, eh bien, on peut en minimiser les symptômes. Alors, pour ce faire, pour qu'on puisse s'approprier cette thématique, mieux la comprendre, la découvrir ensemble, nous avons la chance d'accueillir deux experts avec nous cet après-midi. Nous accueillons donc deux personnes qui ont le même prénom, fait du hasard, et qui s'orthographient d'ailleurs de la même façon. Nous accueillons Madame Muriel Salle, qui est historienne, maîtresse de conférences, co-responsable de la mission égalité à l'Institut d'études politiques de Lyon, responsable de la rubrique santé du magazine Femmes ici et ailleurs. Nous accueillons également Madame Muriel Darmon, qui est directrice de recherche CNRS, rattachée au CSSP, Centre européen de sociologie et de sciences politiques, depuis 2012, espérant ne rien avoir oublié. Merci beaucoup pour votre présence. Pour ceux qui ont pu le constater, il y a eu quelques petits échanges, nous nous sommes trompés, nous avons échangé auprès de vous parce que nous avons eu quelques petits soucis de connexion. Donc voilà, merci de ne pas tenir compte des premiers échanges qu'il y a eu lors de ce chat. C'est une plateforme où malheureusement, mais nous sommes nombreux, vous n'auriez pas la possibilité de participer de façon de pouvoir parler, de pouvoir interagir verbalement avec nos experts, mais vous avez tout à fait la possibilité de le faire via le chat, de poser vos questions, puisque nos deux intervenantes vont pouvoir s'exprimer pendant une demi-heure chacune, et nous vous laisserons un temps pour pouvoir vous exprimer, poser les questions que vous avez à poser. Je serai vigilante aux questions que vous pouvez marquer dans le chat pour pouvoir après les évoquer auprès de nos deux experts. Je vais donc, Madame Salle, vous laisser la parole en premier lieu pour que vous puissiez effectivement débuter ce sujet et nous éclairer sur ce concept du genre en santé. Et je vous remercie grandement. Bien, merci à Madame Demougeot pour cette présentation et puis merci à la mutualité française pour cette
pour cette invitation qui effectivement m'honore et puis correspond à des éléments de travail que j'ai engagés depuis déjà un certain temps sur ces questions du sexe effectivement et du genre en santé. Alors j'ai un petit diaporama que je vais essayer de vous partager sans toutefois faire perdre trop de temps à tout le monde. Hop, si j'y arrive, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez compris, les éléments sont un peu contre moi en termes de... Hop, alors, partager une présentation PDF, ça me dit oui. Où est-ce qu'elle est ma participation PDF? Les choses ne marchent pas comme je veux aujourd'hui. Si. Non. Non. Sinon, je vais essayer de le faire et je vous laisse débuter si vous voulez. Oui, non, mais ça y est. En fait, je crois que ça y est, elle y est. Traitement en cours. Donc, moi, j'ai intitulé de manière simple, mais je pense, en tout cas, j'espère un peu efficace, mon intervention. Sexe, genre et santé, comprendre pour agir. Et je me fixe essentiellement deux objectifs. Vous allez voir, là encore, j'ai essayé de faire les choses de manière assez simple. La première, c'est de clarifier, voilà, ça y est, j'y arrive, clarifier le sens de ces deux concepts. Je pense que là, tout le monde voit mon diaporama. Ouais. Donc, mon premier objectif, c'est très bien, on voit. Parfait, Merci. génial. De clarifier les concepts de sexe et de genre d'une part, parce que ce n'est pas des concepts si simples que ça à manier. Et puis aussi de vous montrer de manière concrète, d'illustrer en fait quels usages on peut en faire quand on intervient dans le domaine de la santé ou quand on est concerné à titre personnel par la question de la santé, puisque si j'ai bien entendu, il y a un certain nombre d'adhérents et d'adhérentes parmi vous cet après-midi. Donc, la première chose que je voudrais dire en introduction, c'est qu'en matière de santé, je vais peut-être donner le sentiment d'enfoncer une porte ouverte, mais il y a des différences entre les hommes et les femmes, et ces différences, elles sont connues, elles sont objectivables et elles sont mesurées. Et dire tout ça, ça permet de dire qu'on peut repérer des faits, voire des problèmes peut-être, même si en matière de santé, des fois, quand on parle de différence et ou d'inégalité, on a le sentiment que c'est un petit peu contre-intuitif. Je m'explique. On sait souvent qu'il y a un indéniable avantage féminin en termes d'espérance de vie. Hein. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, c'est bien documenté. C'est des chiffres que vous avez ici en haut sur ma diapositive. Je ne sais pas si en plus de la diapo, on voit aussi ma souris, mais voilà, donc l'espérance de vie pour les femmes, elle est d'un peu plus de 85 ans et d'un petit peu moins de 80 ans pour les hommes. Bon, mais quand on regarde des chiffres peut-être plus intéressants comme ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé, alors on constate que l'écart entre les hommes et les femmes, il est plus faible. Cette fois-ci, c'est des chiffres qui sont en dessous de mes petits pictos et qu'il y a plus que 4 points d'écart entre les hommes et les femmes quand on parle d'espérance de vie en bonne santé, alors qu'on était à plus de 6 quand on est dans l'espérance de vie tout court. Donc voilà, même pour ces questions de santé, ça a un intérêt de réfléchir en termes de différence d'une part, mais aussi et c'est pas tout à fait la même chose en termes d'inégalité de santé. Pour le dire de manière un peu ramassée et j'espère efficace, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, mais en moins bonne santé, voire en mauvaise santé. Et ça, de l'aveu même du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, qui est le docteur Nakajima, ça ne présente guère d'intérêt. D'autant moins d'intérêt, pour terminer sur ces éléments d'introduction, qu'il y a une étude très récente parue dans un magazine tout à fait sérieux sur les questions de santé qui s'appelle The Lancet, qui montre que les politiques publiques qui sont mises en place en termes de prise en charge du vieillissement, elles sont aussi très différenciées et souvent elles oublient les femmes, alors même que les femmes sont la majorité des personnes qui vieillissent, et les personnes qui vieillissent sont par ailleurs souvent en situation de santé délicate, même si évidemment on n'attend pas d'être âgé pour être confronté à la question de la maladie. Toujours sur cette même question, un autre exemple qu'on peut convoquer pour documenter la différence entre les hommes et les femmes, c'est
C'est les chiffres dont on dispose concernant l'état de santé en général. L'Institut national de la statistique, l'INSEE, dresse des statistiques régulières sur ce sujet-là et mesure par exemple la part des personnes qui se déclarent en bonne santé ou en très bonne santé en prenant en considération un certain nombre de facteurs. Le sexe, l'âge ou le niveau de diplôme. Ici, vous avez des chiffres qui datent de 2019, mais qui ont été diffusés dans une publication de 2022, où on repère, peut-être que vous voyez, les femmes sont en turquoise, les hommes sont en bleu foncé. On voit qu'il y a une différence femmes-hommes du point de vue de la déclaration du bon état de santé général, avec des femmes qui se déclarent en moins bon état de santé, en meilleur état de santé générale que les hommes à certains moments de leur vie, mais pas à tous les moments de la vie. On voit que là, la situation générale des hommes, elle est moins favorable que celle des femmes entre 25 ans et 75 ans ou plus. Le seul moment où les hommes sont en meilleure situation, c'est un peu avant. Donc là, il y a une différence de perception qui est très marquée, là encore, en défaveur des femmes, avec évidemment, il y aura des nuances complémentaires à apporter en fonction du niveau de diplôme, mais je ne rentre pas dans ce degré de subtilité. Enfin, dernier exemple, toujours à titre d'introduction, c'est les résultats d'un sondage qui avait été mené par une compagnie d'assurance. C'était septembre dernier, qui montrait que les femmes, là encore, de manière peut-être un peu contre-intuitive, finalement prenaient pas bien soin d'elles, puisqu'elles étaient 81% à dire qu'elles négligeaient leur santé et 70% à dire qu'elles ne se rendaient chez le médecin que lorsqu'elles n'avaient plus du tout le choix, des chiffres qui sont moins importants quand on regarde ce que déclarent les hommes sur les mêmes sujets. Donc ça, c'est simplement pour poser un état de fait, à titre d'introduction. Il y a un ressenti différencié qui est plutôt en défaveur des femmes. Alors, j'en viens au premier point de mon exposé, il y en aura deux. Le premier point de mon exposé, je l'ai intitulé peut-être de manière un peu provocatrice, un sujet d'actualité qui dérange, avec un point d'interrogation toutefois, parce que ça pourra peut-être donner lieu à une discussion à l'issue de ma présentation, pour dire que voilà, l'intitulé de la rencontre d'aujourd'hui, c'est sexe, genre et santé, mais très souvent, en fait, surtout ces dernières années, quand on entend parler de sexe et genre en santé, en réalité, on entend plus souvent parler de la question de la santé des femmes. Et pour le dire rapidement, il y a effectivement une actualité assez florissante de la santé des femmes. D'abord, il y a eu un premier et même un unique rapport porté par le ministère de la Santé sur la santé des femmes en France qui date de 2009. Donc, ça fait un petit moment déjà que la séquence est ouverte sur ces questions-là. Un rapport de 2009 qui se fixait d'ailleurs comme objectif, je le cite, d'améliorer la qualité de vie des femmes et de réduire la morbidité souvent liées à des situations de vulnérabilité particulière, voire de précarité. C'était comme ça que les choses étaient dites. Et puis, depuis 2009, il y a eu une prolifération de tables rondes, de groupes de travail, à l'INSERM notamment, de colloques, de rapports aussi. Je vous ai mis deux exemples là, deux titres emblématiques et récents qui sont respectivement de 2020 et de 2021, où on voit qu'on a un petit peu changé la focale puisque c'est plus seulement de la santé des femmes qu'il est question, mais pour le premier, je vous ai mis l'intitulé « Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner ». Ça, c'était novembre 2020. Et puis, la Haute Autorité de Santé en juin 2021, qui intitule presque comme la Mutualité française son rapport de prospectif « Sexe, genre et santé ». Alors, voilà, c'est des concepts qui sont effectivement souvent mobilisés, avec notamment ce concept de genre qui ouvre des perspectives nouvelles, mais qui interroge aussi, qui perturbe, voire qui dérange. Quand on a préparé la rencontre avec Élodie de Mougeot, d'ailleurs, je crois que c'est vous, Élodie, qui me l'aviez dit, c'est un sujet faussement simple, on s'éparpille souvent à son propos. Et effectivement, je reprends bien à mon compte cette idée, on s'éparpille, on mélange les analyses et les opinions. C'est pas du tout la même chose, les analyses et les opinions. Les faits et les idées, le scientifique et le militant. Et donc, il y a une petite mise au point qui s'impose sur ces aspects conceptuels. Et donc, j'y viens tout de suite. Alors, d'abord, j'ai ramassé les choses sur une seule diapo, mais je vais là encore tâcher de dire les choses de manière très éclairante. Je le redis, en matière de santé, femmes et hommes ne sont pas logés à la même enseigne. Une fois qu'on a dit ça, on a dit qu'il y a de la différence, ou des différences. Peut-être je devrais dire les choses plutôt au pluriel.
Mais voilà, une fois qu'on a dit ça, on a ouvert un vaste sujet dans lequel, évidemment, il faut prendre en considération les différences biologiques, parce qu'il y a des différences qui sont liées au sexe. C'est ce qui apparaît sur la gauche de ma diapo. Le sexe, c'est un certain nombre d'éléments qui relèvent effectivement du biologique. Pour faire simple, le sexe, c'est des spécificités au niveau de l'anatomie et au niveau de la physiologie, là encore pour faire simple, qui sont repérables chez l'homme et chez la femme aussi, hein, et qui sont essentiellement liées, ces spécificités biologiques, au rôle que l'homme ou la femme joue dans ce qui s'appelle la reproduction sexuée. Là encore, je simplifie pas mal les choses, mais je crois que c'est important de reposer ces éléments-là. Du coup, donc, le sexe, vous l'avez compris, c'est du biologique, c'est quelque chose de stable, c'est-à-dire qu'a priori, les choses ne changent guère. Voilà, au plan de l'anatomie, au plan de la physiologie, les hommes d'aujourd'hui ne diffèrent pas beaucoup de ceux qui pouvaient vivre leur vie il y a quelques siècles en arrière, et c'est la même chose pour les femmes. Le genre, cette fois-ci, je suis à droite de ma diapo. Le genre, c'est autre chose. C'est plus de la biologie, cette fois-ci, c'est plutôt sur le terrain des sciences sociales et donc notamment de la sociologie qu'on va se situer, de la sociologie ou de l'histoire. Bon. Mais en l'occurrence, le genre, c'est quelque chose d'un peu plus délicat, si je puis dire. Souvent, on dit le genre, c'est du sexe social, ce qui est une façon de dire que le contexte culturel, le contexte historique, le contexte social va prescrire des façons variables d'être un homme ou une femme. Pour le dire un petit peu autrement, être une femme aujourd'hui, ça suppose un certain nombre d'obligations et ou d'autorisations qui sont évidemment très différentes de ce qui était autorisé ou interdit aux femmes il y a 50 ans ou un siècle et demi. Hein. Et ce que je dis là vaut aussi pour les hommes. Hein. Être un homme, ça suppose de faire ou de ne pas faire un certain nombre de choses aujourd'hui. Et peut-être que ces prescriptions à faire ou à ne pas faire quand on est un homme, elles étaient différentes il y a plusieurs années ou plusieurs siècles en arrière. Et donc là, on voit bien qu'on n'est plus dans le stable, mais qu'on est dans le variable, dans quelque chose qui est du coup conjoncturel, peut-être on pourrait dire aussi les choses comme ça. Bon, ce qui m'apparaît surtout important, c'est de retenir peut-être 3 points. D'abord, le genre, ça relève de ce qu'on appellera une expérience. L'expérience de genre, c'est la façon dont une personne est perçue en société. Selon que vous êtes perçu par votre environnement comme étant un homme ou comme étant une femme, on ne va pas nouer avec vous le même type d'interaction. Vous n'allez pas vivre les mêmes expériences dans tout un tas d'événements de la vie quotidienne, en allant consulter votre médecin, puisqu'on est sur des questions de santé là, mais plus simplement, juste en sortant dans la rue, en prenant les transports en commun, on n'a pas le même rapport au monde, on pourrait dire les choses comme ça. En tout cas, le monde ne nous impose pas le même rapport à lui, selon qu'on est perçu comme un homme ou comme une femme, et ça, c'est l'expérience de genre. C'est à distinguer de ce qu'on appelle l'identité de genre. L'identité de genre, c'est la façon dont on se perçoit. Voilà. Est-ce qu'on se perçoit comme étant un homme ou une femme ? Je ne rentre pas davantage dans les détails sur ce sujet-là. Si ça vous intéresse, je répondrai à vos questions. Simplement pour dire les choses d'un mot, les personnes pour lesquelles l'identité de genre, c'est-à-dire ce qu'elles se sentent être, est discordant par rapport à ce qu'elles sont au niveau biologique, sont ce qu'on appelle aujourd'hui des personnes transgenres. Toutes les autres personnes pour lesquelles il y a une coïncidence entre ce qu'elles se sentent être au niveau psychologique et ce qu'elles sont au niveau biologique, étant des personnes qu'on appelle cisgenres, ceci simplement donc pour poser un petit peu de vocabulaire. Mais surtout, et j'en termine là sur les aspects de concept, et puis après vous allez voir, j'illustre et ça va devenir limpide, en tout cas j'espère. Surtout, le genre, au-delà de l'expérience, au-delà de l'identité, le genre, c'est ce que moi j'appellerais un processus de distribution des rôles, des places et des valeurs. Alors, je vous ai mis une définition canonique en sociologie du genre qui dit que le genre, c'est un système de bicatégorisation hiérarchisée. Voilà, pour dire les choses de manière plus simple, le système de genre, il distribue les rôles, les places et les valeurs entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire que c'est le système de genre qui va faire qu'hommes et femmes ne se retrouvent pas, par exemple, dans les mêmes secteurs professionnels. C'est le système de genre qui va faire qu'hommes et femmes s'investissent différemment dans les tâches parentales. C'est le système de genre aussi qui va faire que dans les relations intimes, par exemple, dans les relations amoureuses, les prescriptions comportementales ne sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Le système de genre, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne de manière très, comme son nom l'indique, systémique, c'est-à-dire dans tous les domaines et à tous les niveaux. On pourrait multiplier les exemples, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui.
Alors, une fois qu'on a posé ces éléments de définition qui, j'espère, sont un petit peu clairs, je voudrais simplement dire, peut-être pour terminer cette première partie, avant de passer à la seconde, que moi, je considère qu'en santé, ces deux approches de sexe et de genre sont complémentaires, c'est-à-dire qu'on a besoin du sexe et on a besoin du genre pour comprendre les problématiques de santé spécifiques des femmes et aussi pour comprendre les problématiques de santé spécifiques des hommes, parce que c'est pas seulement les femmes qui sont différentes des hommes en santé, c'est aussi les hommes qui sont différents des femmes. Quand je vous dis ça, vous vous dites peut-être que c'est seulement de la rhétorique, mais vous allez voir, je vais l'illustrer tout à l'heure et j'espère vous montrer que non, ça n'est pas que de la rhétorique. Pour bien terminer sur ce point-là, je voudrais dire que du coup, quand on pense le sexe et le genre en santé, c'est pour ça qu'il y a ces deux termes-là dans l'intitulé de la communication d'aujourd'hui, en fait, on n'est pas dans une compréhension qu'on appellera seulement naturaliste de la santé des femmes, c'est-à-dire on ne considère pas que tous les problèmes de santé des femmes sont imputables seulement à leur corps ou seulement à leur spécificité anatomique et physiologique, mais on n'est pas non plus dans l'inverse de la compréhension naturaliste, qui est ce qu'on appelle une compréhension constructiviste. Cette compréhension constructiviste qui parlerait que en termes de genre, elle aurait tendance à évacuer les différences corporelles et à se concentrer seulement sur le psychologique ou sur le sociologique. L'idée, c'est bien de dire qu'il faut prendre à bras-le-corps les deux, le biologique et le sociologique, parce que pour rester sur un exemple de femme, il va de soi, et j'en termine par là, que l'état de santé des femmes est bien une question de sexe. Par exemple, leur santé gynécologique est préoccupante, ça c'est du sexe, hein. Mais c'est aussi une question de genre. Par exemple, l'exposition aux violences, elle est d'abord un problème de femmes, même si, en l'occurrence, cette exposition augmentée des femmes aux violences, notamment aux violences intrafamiliales, elle n'a rien à voir avec leur physique et elle a bien à voir, en revanche, avec leur place dans la société. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment arriver à penser les choses en même temps. À partir de là, ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est que comprendre les inégalités sociales de santé dans une perspective de sexe et de genre, c'est fécond. Et je vais essayer de montrer ça au travers de deux exemples. Peut-être un seul, je vais voir comment mon temps court, mais je vais essayer quand même d'en faire deux. Le premier exemple que je vais prendre, c'est l'exemple de l'ostéoporose. Je vais vous expliquer pourquoi dans une toute petite minute. Je vous ai mis des références bibliographiques et il y a des liens qui permettent d'accéder à des lectures. Voilà, et je crois pouvoir dire tout de suite que le diaporama sera mis à votre disposition également. Puis l'autre exemple que je voudrais prendre, toute autre nature, c'est l'exemple des risques professionnels qui, là aussi, peuvent être analysés au prisme du sexe et du genre. Alors, je commence par l'ostéoporose pour dire les choses en deux mots. Très souvent, quand on s'intéresse aux questions de santé au prisme du genre, on donne des exemples de maladies qu'on dit masculines, je mets des guillemets, et qui du coup sont mal repérées, mal prévenues, mal dépistées et mal prises en charge chez les femmes. L'exemple canonique de ça, c'est les maladies cardiovasculaires. Mais ma collègue Muriel Darmon, qui parle juste après moi, vous parlera d'accident vasculaire cérébral. Donc moi, j'ai choisi de laisser de côté ces maladies cardiovasculaires. Puis en plus, me semble-t-il, aujourd'hui, des sujets qui sont un petit peu évoqués. Et j'essaye de prendre, j'allais dire, presque l'exemple inverse, qui est l'exemple de l'ostéoporose, parce que c'est une maladie qui est réputée féminine et qui, du coup, de la même façon que pour les maladies cardiovasculaires, comme elle est réputée féminine, cette fois-ci, c'est les hommes qui sont moins impliqués dans les pratiques de prévention, qui sont aussi moins bien dépistés et moins bien pris en charge. Ça va être des exemples qui fonctionnent en miroir. Moi, j'ai décidé de parler des hommes plutôt que des femmes pour être complémentaire de ma collègue qui intervient juste après moi. Alors, l'ostéoporose, pour le dire en deux mots, c'est une maladie qui consiste dans la destruction de la masse osseuse. C'est à peu près la définition qu'on donne l'assurance maladie. En l'occurrence, l'assurance maladie nous dit que chez la femme, l'ostéoporose est le plus souvent observée après la ménopause, à la suite d'une carence en œstrogène, donc une maladie qui est construite comme une maladie féminine. Dans les manuels de préparation au concours de l'internat, à la faculté de médecine, on lit par exemple que le patient type, on étudie beaucoup les choses dans cette perspective-là, est, je cite, une femme ménopausée, urbaine, avec une faible activité physique. Alors, dans cette définition du patient type, vous repérez tout de suite l'aspect de sexe. Quand on vous dit que le patient type, c'est une femme ménopausée, ça, en l'occurrence, c'est bien du sexe, hein, une spécificité physiologique, en l'occurrence, que cette baisse de la production d'hormones au moment de ce qu'on appelle la ménopause. Mais vous voyez bien aussi, avec cet exemple du patient type, que c'est pas seulement l'aspect de sexe qui est envisagé,
qu'il y a d'autres aspects. La question du cadre de vie, on vous dit qu'en l'occurrence, cette femme, elle est urbaine. Bon, ça n'a rien à voir avec la perspective de genre. Mais on vous dit aussi qu'il y a un aspect de mode de vie qui explique la survenue de la maladie. En l'occurrence, on vous parle de la faible activité physique de cette patiente type. Et ça, en l'occurrence, ça peut être rapporté à une perspective d'analyse qui est une perspective de genre. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'on sait, et on le documente, c'est la diapo que je vous partage là, que les femmes pratiquent moins une activité physique que les hommes. En tout cas, ça, c'est les chiffres que nous partage l'INSEE en 2015 dans une enquête sur les conditions de vie. On repère que vous avez systématiquement femmes-hommes, femmes-hommes. Alors, on prendrait le temps de la lecture détaillée de ces statistiques sur le diaporama que je vous transmettrai. Ce qu'on repère, c'est que les femmes ont, surtout entre 16-24 ans et 25-39 ans, moins de temps à consacrer à l'activité physique que les hommes. Les choses sont quasi égales entre 40 et 49 ans, puis après, la proportion s'inverse. Mais peu importe, sur la deuxième partie, on va dire, de la vie, ce qui est important de repérer, c'est effectivement le moindre engagement des femmes dans une activité physique à des âges précoces où justement on construit son capital osseux. Et donc, cette différence d'activité physique, elle explique au moins en partie que les femmes ayant un capital osseux moins important que les hommes, elles soient davantage exposées à ce risque d'ostéoporose. Et en l'occurrence, là, vous voyez bien que cette explication, elle relève d'aspects sociologiques, l'accès à la pratique physique. Après, on pourra discuter de savoir pourquoi les femmes ne prennent pas le temps d'avoir une activité physique et pourquoi c'est quelque chose qu'on documente aujourd'hui. Les jeunes femmes, de plus en plus jeunes, d'ailleurs, les jeunes filles même, de plus en plus jeunes, à peu près au milieu du collège, se désengagent de la pratique de l'éducation physique et sportive, notamment dans le cadre scolaire. C'est des choses qui sont documentées de manière extrêmement récente. Donc ça, c'est bien du genre et c'est pas du tout du sexe qu'il s'agit. Ce qui est intéressant, pour reprendre mon code couleur de tout à l'heure, c'est de repérer avec cet exemple de l'ostéoporose quels sont les éléments explicatifs de la maladie qui relèvent du sexe et quels sont les éléments explicatifs de la maladie qui relèvent du genre. Pourquoi est-ce que les hommes, pendant longtemps, ont paru moins susceptibles d'être touchés par la maladie ostéoporotique que les femmes? Il y a d'abord des aspects, effectivement, qui sont liés à des particularités biologiques, physiques, à ce que j'appelle depuis tout à l'heure, donc bien du sexe. En effet, d'abord, les hommes ont un capital osseux globalement plus important parce que les hommes ont un indice de masse corporelle globalement plus important que les femmes. Ça, c'est des choses qui sont documentées par la statistique médicale. Et puis, deuxième évidence, qui là aussi relève du sexe, il n'y a pas de ménopause chez l'homme. Il y a un équivalent de la ménopause qui survient plus tardivement, qu'aujourd'hui on documente, qui s'appelle l'andropause. Mais le fait qu'il n'y a pas de ménopause chez l'homme fait que le capital osseux des hommes est protégé davantage sur la durée que le capital osseux des femmes. Tout ça, c'est des aspects biologiques, et donc ça, c'est de l'importance de mobiliser le sexe pour comprendre les différences entre femmes et hommes en santé. Maintenant, la question qui vient se poser aujourd'hui, c'est qu'on diagnostique des ostéoporoses à des hommes. Comme les choses n'ont pas changé sur le terrain de la biologie, si aujourd'hui la maladie survient chez des hommes qui n'ont pas changé au plan biologique, c'est qu'il y a d'autres changements d'une autre nature qui méritent d'être pris en considération. Et en l'occurrence, ces changements-là, c'est des changements culturels ou des changements sociaux, on pourrait dire les choses comme ça. Bref, des choses qui relèvent du genre et pas du sexe. Et en l'occurrence, quelles sont les raisons culturelles qui exposent aujourd'hui les hommes alors que ces mêmes raisons culturelles, autrefois, elles les protégeaient? D'abord, il y a le fait que l'activité physique est un facteur protecteur. Or, les hommes d'aujourd'hui sont moins actifs que les hommes d'hier, globalement, parce que la pénibilité du travail, par exemple, a été beaucoup diminuée par la mécanisation, le recours à toutes sortes de machines. Et cette pénibilité, si on peut s'en réjouir, évidemment, bien sûr, elle a des conséquences. Elle s'accompagne parce qu'elle baisse, cette pénibilité, d'une plus grande sédentarité. Et donc, globalement, les hommes d'aujourd'hui sont moins actifs physiquement que les hommes d'hier. Et ça, c'est défavorable du point de vue de la protection de leur capital osseux. La deuxième chose aussi importante à souligner, c'est le vieillissement de la population masculine.
Là encore, hein, rien de nouveau sous le soleil sur le plan biologique, le changement est culturel. Les hommes aussi vivent plus vieux aujourd'hui, même s'ils vivent moins vieux que les femmes de la même génération. Et donc, on découvre l'andropause, et l'andropause a les mêmes effets que la ménopause sur l'évolution du capital osseux des hommes. Et donc, du coup, on voit comment c'est important de tenir ensemble ces deux concepts de sexe et de genre, parce qu'on voit qu'il y a des aspects liés au genre qui sont plus susceptibles d'évolution récente que les aspects liés au sexe qui, eux, sont stables. Et ces aspects liés au genre, eh ben, ils permettent de comprendre l'évolution à la hausse de la prévalence de cette maladie, de l'ostéoporose, dans la population masculine. Le dernier exemple que je voudrais mobiliser, et du coup, j'arrive même à tenir mon temps sans trop me presser, qui est d'une toute autre nature, c'est l'exemple des risques professionnels, qui me paraît être un exemple intéressant aussi à mobiliser devant une assemblée de mutualistes qui s'intéressent à la question de la prévention. Première chose à dire, en quelques mots, peut-être sans doute d'ailleurs, vous le savez, depuis 2014, l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité au travail, qui est réalisée par l'employeur, elle doit tenir compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. Il y a une obligation légale depuis 2014. Pour autant, et c'est notamment l'ANACT qui a travaillé sur ces sujets-là, qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et notamment une chercheuse qui s'appelle Florence Schapper. Pour autant, donc, Florence Schapper a pu montrer dans une étude récente que les entreprises en France ne produisent généralement pas d'indicateurs de santé et de sécurité au travail selon le sexe, et c'est quelque chose qui ouvre un certain nombre de difficultés, d'autant plus qu'il y a des stéréotypes qui ont largement cours sur cette question-là, des stéréotypes qui ont la vie dure même. En l'occurrence, peut-être vous les repérez ici. Ah, on m'entend plus. Est-ce qu'on m'entend toujours? Je vois quelqu'un qui s'alarme de ne plus avoir de son. Si, moi c'est bon. D'accord, ok. Bon, parce qu'il y a un monsieur dans le chat qui dit qu'il n'a plus de son. Ah oui, ça coupe souvent. Bon, tout est bon. Bon, je vais continuer, je vais essayer de ne pas me laisser perturber. Ok. Donc, j'en étais à cette question-là de la production de données, d'autant plus importante certainement qu'on est dans un domaine qui est marqué par les stéréotypes que j'ai essayé d'illustrer ici par des pictogrammes. Voilà des pictogrammes qu'on peut trouver pour illustrer l'idée des risques professionnels, où on voit que un milieu professionnel à risque, c'est un milieu professionnel masculin. On voit que là, on envisage un certain nombre de risques liés au port de charges lourdes, liés à la chute d'outils, liés au recours à des produits chimiques ou à l'exposition au bruit. Toutes sortes de façons de figurer le risque qui renvoie à bien un univers masculin, un univers professionnel masculin, alors que, par exemple, on aurait pu imaginer de représenter l'exposition au risque chimique par l'exposition à des produits d'entretien qui auraient renvoyé à un imaginaire plus féminin du travail, mais c'est pas comme ça que les choses sont faites, et ça traduit bien ce manque de visibilité, voilà, genrée, pour réutiliser ce terme, du risque professionnel et de ses conséquences pour la santé des femmes comme des hommes, parce que je crois que peut-être c'est important de le dire, le taux d'emploi des femmes dans notre pays est significativement élevé. Donc, les femmes sont pas tout à fait des travailleurs comme les autres, mais en tout cas, les femmes sont des travailleuses qui constituent une part importante de la population active, et donc, par conséquent, il paraît nécessaire de travailler sur leurs risques professionnels spécifiques. Et en l'occurrence, c'est ce que fait l'Agence nationale des conditions de travail, qui a montré que ce qu'on appelle la sinistralité au travail, qu'elle décline en accident du travail, en accident de trajet et en maladie professionnelle, que cette sinistralité au travail, elle se déclinait, là encore, de manière différente selon qu'on était un homme ou une femme, et là encore, de manière assez contre-intuitive. Je ne vais pas vous abreuver trop de statistiques, mais en 3 diapos, là encore, on repère que les accidents du travail sont plus nombreux chez les hommes que chez les femmes. Les hommes sont en bleu, les femmes sont en rouge, mais que si on regarde les tendances, la tendance est à la baisse pour les accidents du travail chez les hommes, alors que la tendance est à la hausse pour les accidents du travail chez les femmes.
Cette fois-ci, c'est l'évolution des maladies professionnelles ici qu'on repère, où on voit que pendant longtemps, les maladies professionnelles ont d'abord concerné les hommes plutôt que les femmes et que la tendance s'est inversée au tournant des années 2010, voilà, avec du coup des hausses importantes du côté des maladies professionnelles féminines et un écart qui s'est résorbé jusqu'à disparaître ou presque. Alors évidemment, ça pourra ouvrir des questions sur la façon dont on définit ce que c'est qu'une maladie professionnelle. Et puis, dernier élément pour illustrer cette idée de la sinistralité au travail, c'est l'évolution des accidents de trajet. Accident de trajet masculin en bleu, stable, grosso modo, entre 46 000 et 45 000 sur sur les 20 ans entre 2001 et 2019. Bon, les choses passent tout à fait autrement du côté des femmes, où on voit une augmentation des accidents de trajet avec des femmes qui dépassent les hommes en 2008. Et là aussi, ça doit nous interroger sur voilà, ce risque particulier qui existe pour les femmes sur ces accidents de trajet, et puis se poser la question, là encore, en termes de sexe et de genre, qu'est-ce qui explique ça, Est-ce que c'est des éléments qui relèvent du sexe et du biologique? Évidemment que non. On voit mal quel facteurs biologiques qu'on pourrait mettre en avant pour expliquer cette évolution des accidents de trajet chez les femmes. En revanche, il y a certainement des choses à aller chercher du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui l'articulation des temps de vie. On disait il y a encore peu de temps conciliation des temps de vie, et les changements de vocabulaire sont intéressants parce que quand on concilie, on voit qu'on essaye peut-être de faire tenir ensemble des choses qui sont difficiles à concilier. Aujourd'hui, on parle en termes d'articulation, et donc ça laisse présumer qu'on espère que les sphères du travail et du privé sont plus faciles à harmoniser, mais peut-être que le changement de vocabulaire ne suffit pas à faire advenir les choses. En l'occurrence, une des hypothèses pour expliquer la forte hausse des accidents de trajet pour les femmes, c'est que ces accidents de trajet, ils surviennent notamment sur des trajets, donc sur les trajets de domicile-travail ou travail-domicile, qui, ça a fait l'objet d'études assez fines de la part de géographes qui s'intéressent aux questions de déplacement, qui sont des trajets qui sont beaucoup plus fragmentés pour les femmes, parce qu'elles ont, sur ce type de trajet, une diversité de tâches à accomplir dans des temps qui sont des temps contraints, déposer les enfants à la crèche, faire quelques courses, passer chez le pressing ou que sais-je. Et quand vous articulez, d'une part la diversité des tâches et d'autre part la contrainte temporelle, et ben vous arrivez à générer une situation de stress qui explique pour partie l'évolution du coup de ces accidents de trajet. Pour en terminer et pour avancer suffisamment rapidement, je termine en vous partageant là un modèle de compréhension de ces risques professionnels qui est proposé par l'ANACT, que je vais commenter de manière un petit peu détaillée. Ce modèle, il propose de relever 4 choses quand on analyse la question de la santé, et notamment de la santé au travail, de manière différenciée entre les femmes et les hommes. La première chose que ce modèle propose de repérer, c'est le fait que, premièrement, le plus souvent, les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes métiers, ne se trouvent pas au même poste, n'effectuent pas les mêmes tâches. Ça, c'est ce qu'on appelle la division sexuée du travail. Et évidemment, comme il y a des domaines féminins, professionnels qui sont réputés féminins et des domaines professionnels qui sont réputés masculins, la distribution comme ça sexuée du travail va faire qu'on ne s'expose pas tout à fait au même genre de risque quand on est dans des emplois industriels, par exemple, pour le dire vite, plutôt réputés masculins, ou quand on est dans des emplois tertiaires, là aussi plutôt réputés féminins, pour dire les choses rapidement. La deuxième chose, c'est le point suivant, c'est le fait que le plus souvent, là encore, les femmes et les hommes sont exposés à des risques, des pénibilités ou des violences qui sont tout à fait différents, mais surtout qui sont tout à fait, comment dirais-je, qui sont souvent moins faciles à percevoir quand on est dans une sphère dite féminine que quand on est dans une sphère dite masculine. Pour prendre un seul exemple, l'exposition à la violence pour un agent d'accueil, par exemple, qui serait en charge des questions de sécurité, qui serait un homme, on la repère assez bien dans la confrontation physique à laquelle cet agent de sécurité peut se trouver confronté. L'exposition à des violences psychologiques ou des violences verbales, elle a longtemps été plus difficile à repérer, même si, peut-être, ça vaut le coup de le souligner, me semble-t-il, depuis la crise sanitaire, on la repère davantage, en tout cas, on voit
à davantage d'endroits, au guichet, on voit préciser que aucune interaction violente avec le personnel ne sera tolérée. C'est vrai que pendant longtemps, les violences verbales, on ne les repérait pas, et donc c'était essentiellement les violences auxquelles étaient exposées les femmes, alors qu'on repérait bien comme violence des altercations qui étaient des altercations physiques. Ça, c'est la question des conditions de travail et du fait qu'on est parfois aveugle à certaines situations à risque. Je le disais tout à l'heure, pour le risque chimique, c'est plus compliqué de faire admettre qu'il y a un risque chimique sur du produit d'entretien ménager que sur des produits chimiques dans une usine classée Céveso, par exemple. C'est la même chose qui fonctionne dans d'autres domaines où les choses sont autrement plus subtiles. La troisième chose, là encore pour dire les choses rapidement, c'est le fait que là aussi, il y a des expositions différenciées au risque entre les femmes et les hommes, le plus souvent parce que hommes et femmes n'ont pas les mêmes parcours sur le marché du travail ou à l'intérieur des entreprises. Ils n'ont pas les mêmes mobilités, pas les mêmes opportunités d'évolution professionnelle, pas les mêmes opportunités de formation. Et donc, ces opportunités d'évolution, là aussi, elles exposent, ou au contraire, elle soustrait à l'exposition à un risque professionnel, notamment au risque professionnel sur la durée. Le fait, par exemple, de pouvoir se former pour accéder à des métiers moins pénibles physiquement, je pense notamment aux aides-soignantes qui peuvent espérer se former pour évoluer dans leur carrière et être moins engagées au plan physique, ces évolutions ascendantes, on dit les choses comme ça, elles sont plus souvent marquantes dans des carrières masculines que dans des carrières féminines. Et donc, ça fait des expositions au risque physique sur la durée plus importante, par exemple pour les femmes dans les métiers du soin. Et c'est évidemment défavorable, là aussi, pour leur santé au travail. Puis le tout dernier point, c'est la question de l'articulation des temps que j'évoquais précédemment en parlant de la question des accidents de trajet. Là encore, il y a des différences entre les hommes et les femmes en termes de temps de travail, en termes de contraintes de travail, en termes de contraintes dans le travail et hors du travail. Je vous invite notamment à réfléchir à tout ce qui est emploi posté, qui travaille en emploi posté, qui ne travaille pas en emploi posté, qui travaille sur des horaires contraints. Est-ce qu'on a plus ou moins de liberté de choisir son organisation de travail? Et il y a notamment des travaux très intéressants qui comparent la situation en termes de contraintes sur le temps de travail entre des femmes qui n'auraient pas du tout la main sur leur organisation, et c'est des agents d'entretien dont il est question, et puis des femmes qui peuvent avoir la main sur leur organisation, et c'est des infirmières qu'il est question parce qu'elles peuvent s'échanger des gardes, par exemple. Et on voit que c'est pas parce que la contrainte existe qu'elle crée le mal-être au travail, c'est parce que la contrainte existe et qu'on n'y peut rien faire. Ce qui explique que, par exemple, pour les infirmières, quand on donne un peu de possibilité à s'organiser à l'intérieur d'un service, la contrainte est perçue de manière moins forte et moins défavorable, alors que pour des femmes qui seraient, par exemple, agents d'entretien auxquels on ne laisse aucun choix dans leur organisation, la contrainte est perçue de manière beaucoup plus forte. J'en termine là sur la question de ces risques professionnels, là encore, pour bien souligner que de ce point de vue-là, il y a un vrai intérêt à réfléchir en termes effectivement psychologiques ou psychosomatiques, c'est ce qu'écrit Julie dans le chat, de manière plus générale, à réfléchir en termes de genre et peut-être à plaider pour l'usage de ce concept-là, aux côtés, je le redis, du concept de sexe. Je crois que c'est des méthodologies comme ça, un peu rigoureuses, qui mobilisent respectivement l'un et l'autre, qui devraient être déclinées pour tout type de réflexion ayant trait à cette question des problématiques de santé différenciées des femmes et aussi des hommes, j'y insiste bien, parce que ça permet de prendre en considération les spécificités des femmes, mais aussi les spécificités des hommes. Et ça nous oblige à faire deux choses, et je poserai ça vraiment cette fois-ci pour terminer mon propos. D'une part, ça nous oblige à affirmer la nécessité de contextualiser les problèmes de santé et d'une contextualisation qui soit une incarnation. C'est-à-dire que ça nous oblige à repérer qu'il y a des corps différents, évidemment, entre les femmes et les hommes, mais aussi d'ailleurs entre les hommes, à l'intérieur du groupe des hommes, il y a des différences physiques, évidemment, imputables à l'âge, par exemple, pour donner
un des très nombreux facteurs qui peuvent introduire de la différence à l'intérieur du groupe des hommes qu'il ne faudrait pas penser comme un groupe homogène. Même chose, évidemment, pour le groupe des femmes. Il y a des différences. Il ne faut pas penser ces corps sous l'angle de l'homogénéité parce qu'on perd de vue des problématiques plus individuelles et plus spécifiques. Et puis, il y a aussi une attention à porter au-delà du corps à des vécus différents. Et là, c'est bien dans une perspective de genre qu'on invite à contextualiser, du coup, les problèmes de santé. Et puis, j'en termine en disant que cette double perspective de sexe et de genre, elle permet de se livrer à un repérage fin, je dirais, de facteurs qui sont des facteurs endogènes, voilà, qui sont propres à la personne, qui sont propres à ses spécificités physiques, donc des facteurs individuels, et puis des facteurs exogènes qui ont à voir avec le social ou l'environnemental. Et vous voyez bien comment, dans cette perspective-là, on ne peut que plaider, pour l'articulation de ces perspectives de sexe et genre en santé, ainsi qui invitait d'ailleurs le titre du icologue de la Mutualité française. Voilà, j'en ai fini pour mon propos. Je vous remercie pour votre attention et je me tiendrai à votre disposition pour les questions que vous auriez à me poser. Merci beaucoup, Madame Salle. On vous a fait un petit peu galoper, mais voilà, merci bien. Effectivement, on est attentif maintenant aux questions que vous pourriez avoir à poser. Le concept a été posé. Est-ce qu'on a eu effectivement Madame Julie Juppy qui a apporté des éclairages aussi en nous disant qu'il y a également une difficulté de prise de conscience des risques sur les professions administratives qui sont souvent plus féminines. La pénibilité est reconnue facilement dans le cas des travaux de froid, soit en extérieur. À l'inverse, elle est moins bien perçue pour les téléconseillères des plateformes d'appel de secrétariat médical, par exemple. Et les risques et dommages donc, causés étant davantage considérés comme psychologie ou psychosomatique, là encore plus féminin, à l'inverse de dommages et de risques considérés comme physiques pour les hommes. Voilà le témoignage qui nous est apporté par Julie. Oui, alors moi, pour laisser peut-être le temps aux gens qui auraient envie de se manifester, de le faire, simplement pour réagir sur ce commentaire qui est tout à fait juste et tout à fait opportun. Merci beaucoup. Là aussi, apporter un élément de complément, un souci, encore une fois, de la complexité, parce que le fait qu'on distribue comme ça, pour reprendre l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure, les rôles et les places de manière différenciée, on se dit, voilà, aux femmes, le stress psychologique, aux hommes, l'exposition à des risques physiques, là aussi, ça fait perdre de vue l'exposition et l'expression de souffrance légitime de la part des hommes. Je vais prendre un seul exemple et quitter le domaine du risque professionnel. On entend très souvent que la dépression est une maladie dont la prévalence est principalement féminine, enfin en tout cas qu'il y a davantage de personnes dépressives chez les femmes que chez les hommes, enfin que la prévalence est augmentée chez les femmes par rapport à ce qu'on observe chez les hommes. Aujourd'hui, on est attentif au fait que l'expression symptomatique de la dépression est en réalité différenciée chez les hommes et que la souffrance psychique, les hommes aussi l'expriment et les hommes aussi peuvent évidemment y être sujets, sauf qu'ils ne l'expriment pas de la façon qu'on définit comme canonique, on va dire, en psychiatrie. Et ça va être des comportements violents ou des comportements d'addiction qui vont être révélateurs d'un syndrome dépressif sous-jacent, là où les femmes sont plus faciles à repérer parce qu'elles font ce qu'on attend que fasse une femme dépressive, à savoir elles pleurent. Donc ça, c'est pour insister sur le fait que, et j'en termine là-dessus, les stéréotypes, ils jouent un rôle écran pour tout le monde, en fait. Voilà. Ils sont défavorables aux femmes, mais ils sont aussi défavorables aux hommes. Alors, il y a une question, je peux la lire peut-être ? J'avais une question très pratique. Ouais. Ceux d'Émilie, selon vous, quels sont les leviers que les mutuelles pourraient actionner pour faire avancer les choses sur cet enjeu de prise en compte globale, sexe et genre en matière de santé ? Donc, de manière très concrète, je pense qu'on pourrait, par exemple, passer à la moulinette, si je puis dire, de ces analyses sexe et genre. Là, il faudrait construire une grille bien rigoureuse pour le faire et passer à la moulinette, par exemple, tous les messages
de prévention, d'action en santé publique, pour voir à qui ils s'adressent. C'est quasiment de l'ordre de l'analyse du message marketing, hein, pour voir à qui ils sont adressés. Est-ce qu'ils sont du coup bien formulés vu la nature de la population à laquelle ils espèrent s'adresser, et du coup faire un peu une mesure d'impact, voir si est-ce qu'ils attendent, est-ce qu'ils atteignent leur cible, ou est-ce qu'ils ne l'atteignent pas, et pour quel motif. Ça pourrait par exemple fonctionner pour tout ce qui est message de prévention. Voilà. Quelle est exactement la population que je vise? Est-ce que je lui parle le bon langage, en fait? Peut-être pour dire les choses de manière simple et un peu efficace. Ça pourrait être un enjeu important. Et puis la deuxième chose, peut-être aussi, même si c'est un petit peu, comment dirais-je, quelque chose qu'on dit souvent, moi je crois qu'il y a un vrai enjeu je dirais, de sensibilisation pour ce qui est du grand public, peut-être, on pourrait dire les choses comme ça. Alors, il me semble qu'il y a des choses qui bougent beaucoup en ce moment, enfin, en tout cas, de là où je suis, j'ai ce sentiment-là. Notamment tout ce que va évoquer ma collègue après moi, voilà, les maladies cardiovasculaires. J'ai le sentiment qu'il commence à y avoir un petit peu une prise de conscience de la part du grand public. Mais il y a quand même encore pas mal de choses à faire dans tous ces aspects de la sensibilisation. Je crois aussi qu'il y a un vrai sujet formation des professionnels. Formation des professionnels, et notamment des professionnels de santé. Et je le dis de manière d'autant plus, je ne sais pas comment dire, décomplexée peut-être, que j'ai le plaisir d'intervenir moi en faculté de médecine, et que je vois ce que ça produit sur des étudiants et des étudiantes de facultés, en études de santé, en fait, que cette réflexion-là sur les questions de sexe et genre en santé, ce que ça produit de réflexions intéressantes, en fait, chez les futurs professionnels de santé. Mais je crois qu'il faudrait peut-être proposer ces formations-là plus au long cours, pas seulement les formations initiales. Vous avez aussi un autre témoignage, Madame Salle, de Élodie, de l'Aune. Le genre en entreprise et la partie santé est souvent signe de discrimination. La santé féminine reste encore tabou. Il y a également un point important dont on parle de plus en plus, la souffrance au sexe. Je suis responsable régionale d'une association nationale de lutte contre l'endométriose. Actuellement, certaines patientes sont en cours de transformation de genre et c'est difficile pour eux de devenir un homme et d'avoir des problématiques de santé féminine. Comment à ce jour aider ces personnes? Alors, oui, il y a plein de choses importantes, intéressantes dans la question qui est posée là. D'abord, alors, je ne suis pas sûre d'être tout à fait certaine de comprendre ce que vous voulez dire par santé féminine, mais j'ai l'impression que vous évoquez du coup des problématiques de santé, on va dire spécifiquement féminine, parce qu'elles relèveraient de la sphère, on va dire, la santé sexuelle et reproductive. Alors, vous avez raison, l'endométriose, c'est un très bel exemple, l'endométriose, parce que c'est une maladie qui est décrite depuis la fin du 19e siècle. C'est quelque chose que j'aime souvent rappeler. On a beaucoup de publications sur l'endométriose depuis la fin du 19e siècle. Mais c'est une maladie qui a fait son entrée dans un plan d'action national de la Haute Autorité de Santé en 2017. Donc là, il y a un décalage temporel qui est juste incroyable. On se dit, mais comment est-ce possible? En fait, la maladie, on la connaît depuis les années 1880. Voilà. Que se passe-t-il? Il se passe exactement ce que vous dites, Madame Delaune, à savoir que plus qu'encore qu'un tabou, je dirais qu'il y a là aussi quelque chose qui fait écran à la prise en considération de la souffrance des femmes quand on parle notamment des douleurs de règles. D'abord parce que c'est des sujets dont on ne parle pas. Voilà, c'est des sujets un peu intimes, enfin longtemps honteux en tout cas, d'une part. Et puis parce qu'il y a ce problème, je le dis souvent comme ça, à faire la part entre la douleur normale et la douleur anormale, qui est un vrai problème récurrent chez les femmes. Hein. Pour vous le dire rapidement, moi je travaille en histoire sur ces questions-là. C'est assez intéressant de voir comment il y a des discours médicaux anciens et dont on est encore largement héritier aujourd'hui, qui construisent le corps des femmes comme un corps. Moi je dis les choses comme ça, je dis physiologiquement pathologique, c'est-à-dire une femme qui va bien, c'est une femme qui va mal. Comprenez par là que les femmes, elles sont par essence dysfonctionnelles. C'est des choses qui se disaient au 19e siècle et dont on est encore un petit peu imprégné, et qui vont faire que, typiquement, voilà, les douleurs d'endométriose, à partir de quand est-ce que la douleur d'endométriose, c'est autre chose qu'une douleur de règle avec laquelle il faut apprendre à composer? Finalement, c'est pas si ancien que ça.
la prise en considération de ces douleurs-là. C'est plutôt nouveau de dire, bah non, il n'y a pas de raison de souffrir plusieurs jours par mois. C'est pas une espèce de malédiction avec laquelle il faudrait faire. Donc là, il y a un changement de regard qui est important sur ce sujet-là. Après, je pense que... Oui, on peut prendre une dernière question. Ouais. Vous nous parliez, Madame Salle, des messages à décortiquer en prévention, en promotion de la santé. Là, on a un exemple de Ghislain qui nous dit, avec Octobre Rose et Mars Bleu, donc Octobre Rose pour les femmes, Mars Bleu pour les hommes, nous dit-il, les femmes n'ont-elles pas de côlon? Et effectivement, en termes de message, enfin voilà, pour souligner, ça fait appel effectivement à la mise en pratique que vous nous souffliez juste avant, de voir effectivement si les messages de prévention sont bien appropriés au public et s'ils ne creusent pas les inégalités telles que vous avez pu effectivement le souligner dans vos propos, rien qu'en distinguant comme ça les hommes des femmes sur des messages de prévention. Voilà. Alors, c'est parfaitement vrai. Juste pour dire un mot là-dessus, Octobre Rose, c'est une très, très belle et très importante opération. Voilà. Bien sûr, et c'est des opérations de prévention qui sont importantes. Mais peut-être, ça peut être intéressant de souligner que ce qu'on appelle les cancers féminins, c'est comme ça qu'on dit les choses pour parler de ces cancers, essentiellement du cancer du sein, mais pas seulement. On pense aussi au cancer gynéco, enfin utérus et ovaires notamment, ne sont pas le tout du cancer pour la femme, pour dire les choses comme ça. Et souvent, comme Octobre Rose met la focale sur ces cancers-là, on perd de vue, par exemple, qu'aujourd'hui, un des cancers qui progresse beaucoup chez les femmes, c'est le cancer du poumon. Là encore, je vais dans le sens de ce que dit Ghislain, les femmes comme les hommes ont non seulement un côlon, mais aussi 2 poumons. Voilà, ce que parfois cette communication-là peut faire passer au deuxième plan, même si évidemment, il ne s'agit pas du tout de dire qu'Octobre Rose n'est pas une bonne opération. Je vais dans votre sens pour ce qui est de Mars Bleu. Je signale simplement à votre attention qu'après octobre, il y a novembre, et que novembre, c'est Movember, qui est le mois d'incitation au dépistage du cancer de la prostate. Donc, il y a une espèce là aussi de rééquilibrage dans les opérations de prévention, même si là encore, il y a une réalité de personnes de penser que même si la prostate est un cancer masculin, le cancer de la prostate, ce n'est pas le tout des cancers qui frappent les hommes. Donc, c'est bien la même perspective qu'il faut essayer de proposer. Et c'est un peu toute la difficulté, c'est-à-dire qu'il faut arriver à penser en même temps que les hommes et les femmes sont différents pour des raisons biologiques et aussi pour des raisons sociologiques, mais que, par ailleurs, entre les hommes et les femmes, tout n'est pas différent et qu'il y a aussi des messages de santé publique qui mériteraient d'être délivrés aux hommes et aux femmes, et pas seulement, on va dire, à la patientèle, comme ça peut être le cas dans Mars Bleu, où on se dit, on parle aux hommes, donc on parle aussi aux femmes. En fait, non, quand on fait ça, on fait ce qu'on appelle le landrocentrisme. Et là, pour la peine, on se centre sur les hommes en pensant que les femmes vont comprendre que ça s'adresse à elles aussi. Mais quand on fait ça, pour la peine, là, on est presque sûr de manquer sa cible. Un grand merci, en tout cas, Madame Salle, pour cette première partie. On va poursuivre. Cela n'empêche pas, si vous avez des questions qui concernent encore cette première partie, il y aura la possibilité de les poser à la fin de l'intervention aussi de Madame Darmon. Merci Madame Darmon. On va poursuivre avec vous et de façon plus ciblée en parlant des accidents vasculaires cérébraux et notamment de la récupération chez les femmes par rapport à ce type de pathologie. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à vous. Et oui, j'accueillerai avec plaisir des questions pour ma collègue en fin d'intervention. Donc, merci beaucoup pour cette invitation et à Élodie de Mougeot aussi pour l'organisation non technique et technique de cet après-midi. Moi aussi, avec donc Muriel Salle, on partage le même prénom, mais on est aussi semblables et complémentaires. Donc semblable, je partage son plaisir et puis son intérêt, enfin l'intérêt de discuter de ces questions de santé, de prévention et de genre avec vous. Sur la dissemblance, alors moi je ne vais pas utiliser de PowerPoint, hein, donc comme ça vous aurez une petite variation
entre les deux expertes, mais également autre dissemblance, effectivement, on s'est partagé un peu, non pas les rôles, mais pour le coup les objets. Et du coup, je vais vous parler, moi, davantage, effectivement, du cardiovasculaire, mais pas du cardiovasculaire en général. Là, c'est vrai qu'on commence à voir pas mal de choses arriver sur les femmes et leur santé cardiaque. Donc, c'est pas de ça dont je vais vous parler, mais plus précisément, en fait, effectivement, de l'AVC, de l'accident vasculaire cérébral, sur lequel, en fait, j'ai mené pendant pas mal de temps une enquête sur à la fois la survenue, enfin, et puis surtout les récupérations post-AVC. Donc là, je précise juste, mais j'imagine que c'est un peu superflu, mais voilà, les AVC, donc les accidents vasculaires cérébraux, ils regroupent en fait deux types d'événements qui entraînent l'arrêt de la circulation sanguine dans une partie du cerveau, donc que ce soit une hémorragie ou une occlusion suite à un caillot. Et c'est sur ces accidents vasculaires cérébraux que j'ai travaillé. Donc, première spécificité, disons, du travail que j'ai mené, je suis sociologue, donc pas médecin, pas clinicienne, même pas épidémiologiste. Donc, j'ai pas travaillé en statisticienne de la médecine sur ces AVC, mais en sociologue. Et donc, avec un type de matériau, je vais le dire juste voilà, en quelques mots, avec un type de matériau particulier. Donc, je parlais de statistiques et d'épidémiologie il y a une seconde. En fait, bon, j'ai pas non plus ignoré les grandes, disons, les grandes enquêtes stat ou épidémio qui sont disponibles sur ces questions. Je les ai même, on va le voir dans ma présentation, relues à partir de mon propre regard de sociologue. Donc, je parlerai et je mentionnerai ces différences, enfin, ce qui apparaît en termes statistiques comme différence et éventuellement inégalité entre les hommes et les femmes, et donc de sexe et éventuellement de genre, enfin de sexe et de genre, dans la survenue et les récupérations post-AVC chez les hommes et les femmes. Mais en fait, mon matériau principal, c'est une enquête qu'on appellera ethnographique chez nous, donc une enquête par observation longue et par entretien auprès de différents services médicaux, donc à la fois les équipes médicales et soignantes et puis les patients, dans un service de neurologie, donc plusieurs mois passés dans ce service de neurologie, différentes unités à l'intérieur, et surtout environ une année passée dans deux services de rééducation post-AVC ou post-trauma crânien aussi dans certains cas, mais l'un dans un hôpital universitaire et l'autre dans une clinique privée à côté. Donc, c'est pour vous dire, juste pour vous donner une idée, donc les services de neurologie, j'imagine que vous avez un peu en tête de quel type de service il s'agit. Ce sont des services classiques, des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, voilà, un peu de rééducation, mais le principe, c'est l'intervention soit d'urgence, soit plus conventionnelle sur les pathologies ou les suites de l'AVC. Et puis, donc, les services de rééducation cérébro-lésion ou de rééducation post-AVC ou trauma crânien, qui sont là des services assez particuliers, même fascinants, enfin, d'un point de vue scientifique et impressionnant du point de vue des patients et des proches, qui sont des services où il y a à la fois une dimension classique aux étages avec des équipes médicales et soignantes, des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, et puis tout un ensemble de plateaux techniques, en fait, tout un plateau technique qui en l'occurrence va réunir les professionnels de la rééducation, donc kinésithérapeutes, ergothérapeutes qui travaillent le retour aux activités de la vie quotidienne, orthophonistes qui travaillent éventuellement donc le langage ou la déglutition, toutes ces choses-là, activités de la vie quotidienne ou orthophonistes pouvant être potentiellement ou langage, pardon,
pouvant être potentiellement touchés par l'AVC. C'est-à-dire que là, je vais peut-être dû le préciser, mais là aussi, j'imagine que c'est peut-être superflu, mais donc les conséquences de l'AVC pour la personne, ça peut aller du décès et de la mortalité au moment de l'AVC ou plus tard, à ensuite à des symptômes qui ensuite vont régresser et en passant par des symptômes qui ne régresseront pas, suivant les cas, hein, donc d'hémiplégie, de paralysie partielle, de problèmes de langage, de problèmes cognitifs, de planification, etc., ou de problèmes moteurs. Il y a des choses que vous ne pouvez plus faire d'une minute à l'autre, donc après un AVC. Donc ça peut être se saisir d'un verre, ça peut être savoir connaître le nom du verre, ça peut être comment est-ce qu'on boit avec un verre, enfin tout un ensemble comme ça de compétences qui peuvent disparaître. Du coup, ces services de rééducation sont là pour faire donc les effets de l'AVC pouvant être réversibles, du moins un certain nombre d'entre eux et dans certains cas. Donc, ces services de rééducation sont là pour faire retravailler les patients et les faire réacquérir, hein, donc les rééduquer à ces compétences. Donc, je disais kinésithérapeute pour réapprendre éventuellement à marcher, à se saisir des choses. Ergothérapeute, activité de la vie quotidienne, ça peut être de réapprendre à cuisiner, on le verra, réapprendre à conduire, ou en tout cas, ou à remplir un papier administratif. Orthophoniste, donc c'est tout ce qui a à voir avec le langage, hein, ou avec effectivement la déglutition. Donc ça, j'en avais parlé. Et également neuropsychologie, donc là sur les compétences plus directement cognitives. Donc c'est des tests qui vont pouvoir à la fois évaluer et puis entraîner les patients pour à la fois faire des calculs, se projeter dans l'avenir, voilà, gérer une liste de courses, planifier des activités, en tout cas réapprendre à raisonner ou à raisonner dans certaines situations ou à travailler leur attention cognitive, etc. Donc, du coup, donc moi aussi, Élodie pourra dire, on vous fait courir aussi. Donc, j'espère que je ne cours pas trop vite. Et puis, sinon, pourra évidemment y revenir. Donc, cette enquête, donc tout ça a été la base d'une enquête et puis d'un livre que j'en ai tiré et dans lequel j'ai avant tout travaillé, enfin, ou en tout cas, j'ai travaillé 2 types de variables de façon prioritaire. La première, c'est les variables de classe sociale, de position sociale. Il y a des choses très particulières en termes de classe et puis à la fois de survenue et de récupération d'AVC, donc très particulières, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Mais en ce qui nous concerne plus directement aujourd'hui, il y a également des choses très particulières en termes d'inégalités genrées. Et il y a notamment des inégalités genrées à la fois d'issue d'AVC et puis de rééducation post-AVC. Donc, pendant longtemps, alors l'AVC était vu comme une pathologie masculine parce que effectivement, si on prend à âge donné, les hommes souffrent davantage d'AVC que les femmes. Simplement, comme on l'aura aussi compris lors de avec la présentation de Muriel Salles dans la première partie, les femmes vivant plus longtemps que les hommes et les AVC se multipliant avec l'âge, enfin l'âge étant un des facteurs de survenue de l'AVC, en fait, les femmes connaissent au cours de leur vie plus d'AVC que les hommes et il s'agit d'une cause de mortalité féminine extrêmement importante suivant les études et les moments qui peut être la première. Donc, du coup, ça, c'est une sorte de données de base, mais quand je parlais d'inégalité ou de différence hommes-femmes en termes d'issue de l'AVC, la première sur laquelle je voudrais m'arrêter un peu, c'est une mortalité plus élevée chez les femmes suite à l'AVC. Donc, les femmes meurent davantage d'AVC. Du coup, en ce qui concerne les explications de cette mortalité féminine supérieure, eh bien, du coup, là aussi, c'est tout à fait complémentaire et je me coule dans le travail déjà effectué par Muriel Salles. En fait, il y a des explications qui sont données en termes biologiques, des différences biologiques entre hommes et femmes qui expliqueraient en fait cette mortalité plus élevée chez les femmes. Il y a également
des explications qui sont cherchées du côté du type de traitement, de la qualité des traitements, voilà, où là, on voit qu'interviennent davantage, en fait, que les aspects vraiment directement biologiques, mais des questions de, par exemple, les femmes demanderaient plus fréquemment à ne pas être ressuscitées en cas de, enfin, réanimées en cas de problème, voilà. Elles ne seraient pas forcément prises en charge à l'arrivée aux urgences de la même manière, chose que là, on sait davantage en ce qui concerne les cardiopathies, en fait, ou les infarctus notamment. Mais la chose dont je voulais parler aujourd'hui plus spécifiquement, c'est le délai d'arrivée aux urgences une fois que les symptômes sont apparus. Ce délai de prise en charge, hein, donc le temps qui s'écoule entre le début du premier symptôme et son ressenti, et puis l'arrivée à la porte des urgences ou dans le service d'urgence. Ce délai-là, il est extrêmement important pour les récupérations post-AVC. Il est capital pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde. Et ce délai-là, il est plus important chez les femmes. Et dans certaines études, en fait, donc là aussi, je ne rentre pas dans le détail du calcul des chiffres, mais certaines études avancent que ce délai féminin est 3 fois plus élevé que pour les hommes. Donc, pourquoi un délai 3 fois plus élevé pour les femmes que pour les hommes ? Surtout que, alors ça corse la question évidemment, surtout que quand on se demande qui connaît le mieux les symptômes de l'AVC, qui connaît le mieux ce qu'il s'agit de faire quand on a un AVC, qui connaît le mieux les facteurs de risque pour l'AVC, donc hypertension artérielle non traitée, voilà, eh bien, ce sont les femmes. Les femmes ont une littératie, alors, et des connaissances et un rapport à la médecine qui font qu'elles savent mieux que les hommes quels sont les symptômes de l'AVC et ce qu'il s'agit de faire quand il y a un AVC. Et donc, on en revient et les femmes mettent, dans certaines études, 3 fois plus de temps que les hommes à arriver dans le service d'urgence. Donc, les explications que je propose pour ne pas… j'ai un œil sur la montre quand même. Les explications que je propose, c'est cette donnée est encore assez peu expliquée en fait. Elle est voilà, il y a beaucoup de débats sur son établissement, mais en gros, elle est quand même relativement consensuelle. En revanche, il y a encore assez peu d'explications qui en sont données. Et du coup, ce que je propose comme type d'explication, c'est de voir à quel point les femmes, et de comprendre, et là aussi, ce sera tout à fait dans la continuité de ce que Muriel Salles vient de dire, les femmes font c'est significatif, d'excellentes témoins de l'AVC de leur mari. Et donc, ce faisant, elles réduisent, en tant que témoin qui connaît exactement les symptômes de l'AVC, etc., elles réduisent le temps d'arrivée aux urgences de leur mari. En revanche, en ce qui les concerne, deux choses, une chose démographique, une chose structurelle, qui est que les femmes vivant plus âgées que les hommes, eh bien, elles sont plus souvent seules aux âges avancés, donc elles ne font pas leur AVC sous l'œil d'un témoin, et ça, on sait que c'est aussi un facteur de réduction de ce délai. C'est-à-dire, si vous faites un AVC en face de quelqu'un, il y a beaucoup plus de chances que vous arriviez tôt dans un service de prise en charge, dans une unité de prise en charge post-AVC, que si vous le faites tout seul, encore plus évidemment a fortiori si vous le faites en dormant, etc. Donc, de ce point de vue-là, il y a ce facteur un peu structurel qui est que les femmes vivent plus souvent seules aux âges avancés que les hommes. Donc, elles n'ont personne pour témoigner, pour être témoins de leur AVC. Et surtout, deuxième explication, même quand elles ont un témoin de leur AVC, eh bien, ce témoin-là est un homme qui, lui, n'est pas au courant de la même manière des symptômes de l'AVC et de ce qu'il convient de faire. Donc ça, c'est la deuxième grosse raison. Les hommes, en fait, ne seraient pas d'aussi bons témoins pour l'AVC de leurs femmes qu'elles-mêmes ne le sont pour l'AVC des hommes. Et troisième type de raison, en fait, juste je mentionnerai un témoignage
de victimes d'AVC, de femmes qu'elle a publié et où elle dit, bon, ben voilà, j'ai eu les premiers symptômes, j'étais avec mon mari et mon fils bébé, voilà, c'est un AVC jeune pour le coup, et ben voilà, je savais qu'il fallait aller aux urgences, à l'hôpital, donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris une douche, je me suis épilé les jambes et j'ai téléphoné à mes parents pour qu'ils puissent garder mon bébé pendant que j'allais aux urgences. Et donc, ce faisant, c'est-à-dire avec le souci corporel de soi, de présenter un corps qui soit acceptable aux équipes médicales, et avec le souci de l'enfant, le souci du care de son enfant, qui l'a amené à organiser d'abord la prise en charge de l'enfant avant de penser à elle et à appeler l'hôpital, eh bien, dans ce témoignage, on voit qu'elle a perdu le temps dont les équipes avaient besoin pour intervenir rapidement. Il y a une fenêtre d'intervention des équipes qui est d'à peu près 4 heures, 4 heures et demie pour certains AVC. Et donc, ce temps a été dépassé par ce type de pratique-là. Et ensuite, bon, d'autres choses qui, pour le coup, sont peut-être moins genrées, mais de transport, etc. Donc, voilà, ça c'est pour dire. La troisième raison, elle est aussi dans la tête des femmes. Donc, elle est dans la tête des hommes qui ne voient pas l'AVC de leur conjointe, mais elle est aussi dans la tête des femmes qui vont avoir comme priorité des choses qui vont faire perdre du temps par rapport à la prise en charge médicale de leurs symptômes. Donc, ce lien, en fait, entre ce qui est dans la tête des hommes et ce qui est dans la tête des femmes, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la deuxième partie de mon exposé, où là, je ne vais pas seulement me demander pourquoi est-ce que, voilà, il y a ces inégalités genrées d'issue en termes de mortalité ou de gravité de l'AVC, mais directement, effectivement, vous parlez de la récupération des femmes qui sont prises en charge dans les services de rééducation. Or là, deuxième, en quelque sorte, statistique attristante, hein, si on s'intéresse aux inégalités de genre, eh bien, les récupérations des femmes par rapport aux hommes, pardon, par rapport aux autres, à l'autre universel qui est l'homme, mais les récupérations des femmes sont plus lentes. Elles récupèrent moins de compétences. Et à nouveau, dans certaines études, donc bon, il y a effectivement, il y a des débats sur le type de chiffres, mais et sur, disons, la robustesse hein, de ces données-là, c'est beaucoup moins. En ce qui concerne la classe sociale, on sait que les rééducations sont moins bonnes au niveau de diplômes ou de positions sociales les plus basses. Pour les femmes et les hommes, pardon, ce sont davantage des hypothèses. Mais certaines études font état de ce même facteur 3, donc en disant que les femmes auraient 3 fois plus de risques de souffrir d'une mauvaise récupération que les hommes, et ce, même une fois contrôlée, hein, la gravité de l'AVC et l'effet de l'âge. Parce qu'on sait, là aussi, elles vivent plus longtemps, donc elles ont des AVC plus graves et plus nombreux parce qu'elles vivent plus longtemps et qu'on fait plus d'AVC à des âges élevés. Mais même si on contrôle ça, même si on rend on cherche un facteur indépendant de la gravité de l'AVC et de l'âge, donc un homme et une femme qui rentrent dans un service de rééducation le même jour avec exactement le même type d'AVC, la même localisation dans le cerveau, la même, et là je cite hein, de mémoire un article, mais la même localisation dans le cerveau, le même type de gravité, le même type d'hémorragie, etc. Eh bien, au bout des 6 mois de rééducation, l'homme aura mieux récupéré ses symptômes que la femme. Donc, cette formulation-là, hein, c'est celle d'un article qui, évidemment, se fonde sur des données statistiques nombreuses, hein, qui parlent en termes individuels, mais voilà. Et donc, à nouveau, cette question qui est, mais qu'est-ce qui peut expliquer une chose pareille? Alors, de fait, il y a là aussi des explications biologiques hein, qui sont données, qui sont recherchées. Mais de fait, là aussi, il y a une forme de consensus qui semble émerger. Encore une fois, c'est des données qui sont un peu plus parcellaires, qui sont beaucoup moins travaillées que les données sur la classe sociale. Donc, pas le même type d'assurance, mais en tout cas, un consensus sur le fait qu'il s'agit quand même de quelque chose qui se passe pendant la rééducation. C'est pas elles ont accès à des moins bons services, etc. C'est vraiment quelque chose qui a trait
à la rééducation, une chose qui n'est pas encore testée, mais ça, j'aimerais bien que ça puisse être fait statistiquement, c'est les durées de rééducation en fonction des hommes et des femmes, j'y reviendrai. Mais voilà, je vais y revenir tout de suite. Mais en tout cas, il se passe quelque chose dans les services. Et donc, c'est pour ça que quand il se passe quelque chose dans les services, il devient évidemment intéressant d'utiliser les outils de la sociologie de type ethnographique et donc d'aller voir ce qu'il se passe dans les services. Et du coup, ça vous explique pourquoi la méthodologie principale de mon travail a été cette observation des services. Donc, pour le dire en un mot, qu'est-ce que je montre en fait sur ces différences hommes-femmes? Eh bien, je montre que, en tout cas, le type d'explication que j'apporte avec mon regard, encore une fois, particulier, qui ne prétend pas avoir la vérité de toutes ces différences hommes-femmes, mais qui propose, disons, une explication relative aux différences de genre dans la récupération post-AVC, c'est de dire qu'en fait, il y a une moindre valeur sociale qui va être, et je vais m'expliquer, qui va être accordée à certaines pertes féminines, voire à certaines récupérations féminines, qu'en gros, il y a une forme de consensus qui s'élabore, se construit entre les équipes, la patiente et ses proches sur le fait que certaines choses valent moins la peine d'être récupérées dans le cas des femmes, dans le cas des hommes, et qu'on pense collectivement, en fait, que cette récupération, pour, vous allez voir, de très bonnes raisons, mais que cette récupération vaut moins la peine qu'elle n'en vaudrait pour un homme. Et c'est ça, donc là, c'était pour qu'il n'y ait pas de suspense, et je vais rentrer dans le détail de ce que j'entends par là. C'était aussi pour commencer avec un propos, enfin, pour commencer cette troisième partie, même pour avoir un propos un peu provocateur, mais bon. Donc, comment expliquer ces moins bonnes récupérations féminines dans la prise en charge? Donc, quand je parlais de la valeur qu'on va accorder à certains déficits ou certaines pertes chez les femmes, en fait, on s'aperçoit, donc les médecins parlent de déficit, il y a des choses qu'on perd après un AVC, il y a des choses qu'on ne sait plus faire, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, il y a des choses qu'on perd. Ces pertes, donc moi je les appelle pertes, mais je ne rentre pas dans le détail, ces pertes, certaines vont être désignées par tout le monde comme des pertes importantes, comme des pertes qu'il faut retravailler, comme des pertes sur lesquelles il faut se concentrer, et quand je dis par tout le monde, c'est par les équipes médicales, par la patiente, etc. Et d'autres non. Et typiquement, alors désolé, c'est un exemple qui va vous paraître extrêmement fruste en partie, mais de fait, c'est celui qui est revenu fois après fois, observation après observation, c'est mieux de le dire comme ça. La conduite automobile est une perte qui a beaucoup plus de valeur pour un homme que pour une femme. Et j'ai vu, alors même que, effectivement, aujourd'hui, nous ne sommes pas en 1950, nous ne sommes pas les femmes conduisent, les femmes ont des voitures, mais de fait, là, un nombre d'occurrences incroyables de cette même scène m'est apparu avec une patiente femme qui va dire « Ah oui, là, la conduite, oh, je ne sais même pas si je vais le passer, votre simulateur, mon mari me conduira. » Une équipe qui va présenter tout de suite à un patient homme le fait que pour la conduite, il va falloir repasser des tests, reprendre une formation, reprendre, etc. Et du coup, avec le patient qui effectivement répond tout de suite à en quelque sorte, l'urgence, l'importance de cette perte. Autre perte symétrique cette fois-ci, donc qui est différente en termes de genre, c'est-à-dire une perte genrée dont l'importance, la valeur est genrée, les pertes esthétiques. L'AVC en paralysant par exemple une partie du visage, a des effets, des atteintes corporelles qui sont importantes de manière équivalente sur les visages et les corps féminins et masculins. Eh bien, pourtant, ces pertes-là, la perte de la beauté, la perte du physique, la perte du corps, mais pas au sens le corps actif, au sens le corps le corps comme objet de regard, comme objet de séduction, etc. Ces pertes-là ne sont déplorées que dans le cas des femmes. Et elles sont vraiment mises en scène de manière importante par la patiente, ses proches éventuellement,
éventuellement les équipes, etc. Les patientes ont des photos d'elles avant l'AVC. Ça n'a pas d'équivalent chez les hommes. Il y a un gros discours qui est produit collectivement, encore une fois, sur cette question des pertes et de ce qu'on peut faire pour y remédier. De même, j'anticipe un peu, mais comme ça, j'irai plus vite en partie. De même, réapprendre à se maquiller, par exemple, est quelque chose qui va être jugé important à la fois par la patiente, par les équipes, qui peut même être parfois indiqué dans les projets de rééducation. Ce que la patiente souhaite, c'est pouvoir se remaquiller toute seule. Donc voilà. Donc en fait, ces pertes esthétiques sont bien des pertes féminines, jugées comme importantes, évidemment avec des guillemets, jugées comme importantes pour les femmes et de peu d'importance pour les hommes, où là on retrouve bien, comme la voiture mais en symétrique, un univers social qui dit que l'homme a une voiture, il conduit, il est dans le monde extérieur, il est actif, et la femme est un objet de regard, un objet de séduction, et que cette chose-là est très importante pour elle. Il y a énormément d'exemples de ce type-là, mais je vais avancer néanmoins. Deuxième grand type de perte féminine, c'est-à-dire jugées comme plus graves pour les femmes et qui sont étiquetées, valorisées et retravaillées pour les femmes, l'exercice de la maternité ou de la grand-maternité. La relation aux autres, le service aux autres, le care des autres. Donc, en fait, on a beaucoup dans les services de discours, encore une fois, du fait des patientes et des équipes. C'est pas quelque chose, j'y reviendrai tout de suite, mais sur le fait que, telle jeune grand-mère, telle femme, de 48 ans a la chance, je cite, de pouvoir être grand-mère à 48 ans, quelle chance, avec un bébé qui va naître dans 1 mois chez sa fille. Et du coup, son projet de rééducation, c'est de pouvoir bercer cet enfant. Et du coup, le service se met au diapason de ce projet-là, se fait livrer un poupon pour qu'elle puisse s'entraîner sur une poupée à la bercer, etc. Et avec aussi une forte valorisation de cet objectif, qui est un bel objectif, qui est un objectif où on voit bien, c'est quelqu'un qui connaît ses limites, dira le médecin. Elle ne veut pas des choses impossibles, mais elle veut des choses qui sont bien pour elle. Donc bien pour elle, bercer cet enfant. Là où en fait, bon, j'anticipe aussi un peu, mais là où en fait, l'équivalent masculin, si on cherche, va être des formulations de type « je souhaite récupérer tout ce que je peux récupérer », je souhaite pouvoir retravailler, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup. Il y a eu quelques enquêtes auprès des, ça c'est pas directement, enfin c'est pas unique, ça ne vient pas uniquement de mes matériaux, mais voilà, le fait de vouloir reprendre son emploi et le même emploi qu'avant est une demande beaucoup plus masculine en fait, alors que les femmes atteintes d'AVC mettent en avant, encore une fois de manière parfaitement approuvée et valorisée par les équipes professionnelles, mettent en avant le fait de pouvoir retourner à s'occuper de leurs enfants, de leur mari, de leurs parents âgés, dans certains cas d'AVC jeunes, etc. Donc, pourquoi est-ce que ces projets et d'ailleurs, enfin, une des choses que, voilà, je sais toujours sur les patientes, quand une nouvelle patiente arrive, je sais toujours quel est en quelque sorte son statut familial. Est-ce qu'elle est mariée avec un conjoint chez elle? Est-ce qu'elle a des enfants quand ce sont des AVC jeunes, donc qui sont à sa charge, etc. Ça, c'est des informations qui circulent constamment, que ce soit les patientes qui le disent ou les équipes qui le répercutent. En revanche, les professions des patientes, ça a toujours été quelque chose que j'ai été chercher, en fait, en posant la question ou dans les dossiers. Et en revanche, pour les hommes, quand on me les présentait rapidement ou quand même se présentait, c'était quelque chose qui venait beaucoup plus vite. Donc, à nouveau, on est pourtant, on est au 21e siècle, on sait très bien que les femmes travaillent, on sait très bien que le travail féminin est important pour elles. Donc, c'est pas une manière voilà, mais de fait, arrive le coup de tonnerre de l'AVC et du coup, il y a cette réinscription, en fait, dans des schémas,
dans des habitudes où en fait les valeurs féminines sont des valeurs du domestique, du care, etc. J'aurai des exemples, si vous le souhaitez, sur des professionnels. Enfin, je pense à une secrétaire qui veut absolument retravailler son langage, par exemple, de manière extrêmement sérieuse et suivie, mais qui, cependant, sèche la rééducation le vendredi pour rentrer chez elle plus tôt pour s'occuper de ses enfants. Et ça, c'est quelque chose aussi, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure j'arrive vers la fin, je parlais tout à l'heure de la durée des hospitalisations. En fait, une des choses qui est très intéressante quand on regarde sous l'angle du genre, enfin très intéressante et poignante, hein, je ne veux pas avoir l'air d'être détachée par rapport à ces questions, mais quand on regarde les hommes et les femmes patients et patientes dans les services de rééducation, c'est que en fait, il y a un groupe de patients qui va demander à rester le plus longtemps possible, qui va, évidemment, la sortie de l'hôpital, c'est une décision médicale, ce sont les médecins qui disent, mais les patients vont essayer d'agir dans un sens ou dans l'autre, en parlant aux équipes, en parlant aux médecins et en demandant à sortir ou au contraire à rester dans le service de rééducation. Et il y a un groupe de patients qui sont les hommes de classe supérieure qui est toujours à pousser pour rester le plus longtemps possible, récupérer même cette petite chose-là qui finalement n'est pas si importante, mais en fait si quand même, rester jusqu'à ce que j'ai récupéré au maximum. Donc ça comme figure. Et un deuxième groupe de patients et de patientes, donc les hommes de classe populaire, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, et les femmes, avec une demande de rentrée. Une demande il y a un moment où la rééducation, je ne sais pas si ça vaut encore le coup par rapport au fait de rentrer chez moi. Je finirai la rééducation libérale. De toute façon, ça ira mieux et puis on a besoin de moi et moi j'ai besoin d'eux. Je ne souhaite pas rester tant que ça, etc. Dites-moi quand est-ce que je vais pouvoir rentrer. Une patiente qui demandait ça à chaque staff, en fait, à chaque grande visite, toutes les semaines, qui demandait ça. Quand est-ce que je peux rentrer, revoir mes enfants, etc. Donc, du coup, on voit comment, en fait, par ailleurs, donc là, j'ai parlé surtout des patientes, mais j'ai aussi indiqué que du côté des équipes, c'était quelque chose qui correspondait aussi à des stéréotypes ou à des visions du monde social, comme Muriel Salles disait, des rapports au monde, en fait, qui sont aussi genrés dans la tête, évidemment, des professionnels. Donc, ce n'est pas le seul élément. Je ne suis pas sortie des services en me disant il y a un sexisme médical qui explique les moindres récupérations féminines. Ce n'est pas du tout ça. Mais de fait, bien, les médecins aussi, ils ont en tête que en partie, la place d'une femme, c'est à la maison pour s'occuper de ses proches, en fait. Et du coup, il y a cette articulation qui se fait très bien, trop bien, on pourrait dire, entre les patientes et les équipes sur cette question-là. Un médecin disant tout ce qu'on peut lui souhaiter maintenant, je pense que c'est trop dur pour elle, la rééducation, tout ce qu'on peut lui souhaiter maintenant, c'est de rentrer chez elle, retrouver son mari et son chien. Voilà, avec une moindre ambition féminine, une moindre ambition pour les récupérations féminines et une façon de baisser les bras qui, encore une fois, n'est pas du tout le fait des équipes, qui est le fait du social en nous et de nos conceptions, en fait, de ce que c'est une vie qui vaut pour une femme et ou pour un homme. Pour finir, en fait, effectivement, les femmes mettent en avant le fait qu'elles souhaitent guérir pour les autres, en fait, guérir pour les équipes, pour leur mari, pour leurs proches, etc. Et du coup, ne pas rester le moins longtemps possible. Et pour vraiment caricaturer un peu par rapport à mes données qui sont plus subtiles subtiles, ils sont un peu plus nuancées, mais les hommes, en fait, de guérir pour eux-mêmes ou pour de manière pragmatique pouvoir refaire telle ou telle chose ou pouvoir et donc avec une sorte de piège du care pour les femmes, si on veut, c'est-à-dire qu'à la fois il y a ce care qui les épanouit, qui leur donne du bonheur dans leur vie de femme et elles peuvent rentrer chez elles, elles peuvent s'occuper de leurs petits-enfants ou de mais en même temps qui est un piège qui va limiter l'ambition
de la rééducation. Encore une fois, on ne peut pas retravailler tout, donc certaines des choses qui seront retravaillées le seront au détriment d'autres. Si on retravaille comment se maquiller, on ne réapprendra pas à conduire. Si on retravaille comment bercer un enfant, même par exemple la cuisine ou le fait de monter les escaliers, qui est souvent un des tests pour les récupérations physiques, eh bien, ne sera pas retravaillé de la même manière. On ne peut pas tout retravailler. Donc, dans les choix qui sont faits, il y a forcément, dans les choix genrés qui sont faits, il y a forcément une question d'ambition moindre et puis aussi une question du coup de largeur, en fait, d'amplitude de la rééducation. Voilà. Et puis, de toute façon, pour terminer là vraiment, on parlera sans doute de ce qu'on peut faire en prévention et de même, est-ce que c'est quelque chose, là on voit bien comment à la fois on peut vouloir souhaiter que les femmes arrivent plus vite à l'hôpital, ça c'est sûr. En revanche, là, on voit bien comment le genre, il est dans la tête de tout le monde, encore une fois, et que pour une patiente, en fait, c'est vrai qu'elle ne souhaite pas réapprendre à conduire. Et c'est vrai que ça ne correspond pas à ce qu'elle veut, en fait, et à sa vie d'avant. On ne va pas la forcer à réapprendre à conduire, comme on ne va pas forcer les filles à aimer les maths en terminale et à faire des études scientifiques, pour prendre une comparaison pas sur la santé. Mais donc voilà, donc ça pose des questions aussi, pas seulement de est-ce qu'on peut faire quelque chose, mais dans quelle mesure est-ce que ce qu'on veut faire, c'est aller contre les femmes ou pas, enfin aller contre la façon dont la société nous constitue en tant qu'homme ou en tant que femme, avec des volontés différentes, des désirs différents, des envies différentes, des pratiques différentes, des habitudes différentes, etc. Donc voilà, je vais m'arrêter là et puis déjà merci pour votre attention et puis effectivement les choses sur lesquelles j'ai été trop vite sur la fin, n'hésitez pas à poser des questions. Merci. Un grand merci Madame Darmon pour avoir illustré effectivement illustrer le thème à travers les AVC. Je vois qu'il y a des questions qui sont en train d'être écrites. Pour autant, on a Ghislain qui s'est d'ailleurs amusé avec les mots. Au moment où vous avez commencé à introduire effectivement par des exemples, notamment sur la conduite, Ghislain vous demandait est-ce que, quel que soit le genre des personnels soignants, ça a forcément un impact aussi sur les exemples que vous avez pu citer, et en l'occurrence, ça a été dit au moment de la conduite. Oui, alors effectivement, c'est une question très intéressante parce que de fait, en santé publique, il y a beaucoup et en statistique, il y a pas mal de résultats qui tentent à montrer que quand les médecins sont femmes, en fait, il y aurait moins de… Il y a un retour, mais c'est pas moi, je pense. Pardon, j'entendais un retour micro, mais c'est… Ouais, super, merci beaucoup. Quand les médecins sont des femmes, en fait, il y aurait un moindre effet, disons, de domination masculine ou de sexisme médical, etc. Moi, je suis assez perplexe par rapport, alors quand c'est démontré statistiquement, mais je ne suis pas sûre que le type de solution, ce soit effectivement de dire, parce que de fait, la domination, enfin, pour le dire dans des termes qui sont les miens et puis qui peuvent vous aller ou pas, mais il y en a plein d'autres qui diraient la même chose, c'est plein d'autres termes qui pourraient dire la même chose, mais pour moi, la domination masculine, elle est dans la tête des femmes comme elle est dans la tête des hommes. En fait, il n'y a pas plus les caractéristiques inconscientes qui font qu'on pense que quand même, pour cette femme, ça vaut vraiment le coup de rentrer chez elle parce que là, vraiment, elle est malheureuse. Ce n'est pas quelque chose qui va plus germer, pour le dire comme ça, ou pas sensiblement ou pas statistiquement. Enfin, voilà, moi, je crois moyennement au fait que ça va plus germer dans une tête masculine que dans une tête féminine, en fait. C'est quelque chose qu'on partage comme idée de ce que c'est donc, du coup, il y a des tas de cas, encore une fois, sur la communication avec les médecins, sur le fait de poser… Enfin, c'est pas pour dire… voilà, il y a des tas de statistiques qui montrent que
il y a des effets de genre, alors, ou des effets, disons, de sexisme, parce que là, des effets de genre, il y en a tout le temps, mais qui sont moindres avec des médecins ou avec des chercheuses femmes sur certains objets, etc. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je ne pense pas que ce soit euh, la solution parfaite qui réglerait le problème. Voilà. Parce que de fait, il n'y a pas que dans la tête des hommes qu'une femme, elle est encore attachée à son intérieur victorien et aux activités féminines. C'est bien le problème en partie, parce que dans la tête des patientes aussi, il y a ça. Bien sûr. Pour reprendre une question qui avait été posée tout au début d'une personne qui travaille pour une mutuelle et qui demandait effectivement à Madame Salle de façon très pragmatique ce qu'on pouvait mettre en place. En vous écoutant, effectivement, on a mis en avant, et Madame Salle, vous l'avez mis en avant, la partie sensibilisation, formation auprès des personnels soignants et autres. Qu'est-ce que vous pensez également, parce qu'on parle des publics peut-être au niveau de l'accompagnement à la parentalité, des publics qui sont plus jeunes en termes de représentation sociale par rapport à ce que vous êtes en train de décrire? N'y aurait-il pas aussi des axes de réflexion à avoir pour des publics plus jeunes ou non professionnels en tout cas, pour pouvoir ne serait-ce que expliquer comme on vient de le faire, poser les choses pour que chacun puisse s'en emparer et se faire une opinion par rapport effectivement à ces difficultés que vous soulignez? Bien sûr. Alors, déjà, une chose, ça c'est l'exemple le plus simple, je trouve, de qu'est-ce qu'on peut faire sur le délai d'arrivée aux urgences. Ça, je pense que c'est clair qu'il y a des choses à faire là-dessus et que toute information et effectivement, avec y compris une réflexion sur, voilà, on ne vous demande pas seulement aux femmes d'être de bons témoins de l'AVC de votre mari, mais faites attention à vos propres symptômes. Et ne dites pas, je vais d'abord finir d'étendre le linge. Autre exemple que j'ai entendu, où j'ai choisi de ne pas inquiéter mon mari aussi. Enfin, on peut voir vraiment comment, là aussi, je parlais de piège du care tout à l'heure. Ben là, voilà, à ce moment-là, en fait, voilà, dire l'AVC, ça vous arrive aussi à vous. Et donc, ne perdez pas de temps quand vous ressentez ces symptômes que vous connaissez. Par exemple, et peut-être en accent aussi avec, enfin là en tout cas, comme pour le coup sur l'infarctus, il y a eu un gros travail, notamment moi je suis à Lille, là, donc voilà, sur le bus du cœur, etc. Claire Mounier-Veillé, qui est médecin cardiologue au CHU de Lille, a fait un gros travail là-dessus, sur l'infarctus féminin, c'est pas les mêmes symptômes, il faut être attentif à des symptômes particuliers, etc. Je pense que sur l'AVC, il y a aussi un travail à faire, et pas seulement sur la connaissance, encore une fois, mais sur vraiment rentrer dans le détail de ce que ça veut dire quand on ressent ces symptômes. Il faut y aller tout de suite. Voilà. Et il faut, par ailleurs, ne pas se faire conduire par son mari en voiture, parce qu'en fait, un des facteurs aussi de réduction du délai d'arrivée aux urgences, c'est le fait d'arriver avec un véhicule médical, le SAMU, il faut appeler le 15. Il ne faut pas que… Et ça aussi, je pensais… Enfin, je me suis toujours dit que ça, ce serait intéressant à tester statistiquement, parce que moi, je suis persuadée qu'il y a ça aussi. C'est le côté… c'est le mari qui conduit. Et là, on a des pertes de chance aussi. On a parce que de fait, là, statistiquement, mondialement, c'est prouvé, il faut arriver avec une prise en charge, enfin, l'arrivée en ambulance va… la prise en soin le plus tôt possible. C'est ça. Et en plus, même pour le triage, après, enfin, pour des tas de raisons, on peut comprendre que, voilà. Donc, ça, c'est l'aspect facile. On voit à peu près, et bon, c'est pas si facile que ça, mais enfin, on voit. Ce que je trouve compliqué, en fait, dans la deuxième, la rééducation elle-même, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, je pense que oui, alors là, la formation des médecins, des professionnels, voilà, sur effectivement le fait qu'il faut faire attention. Il y a une grande attention des professionnels sur les inégalités de classe, je pense, et actuellement, vraiment une façon d'être particulièrement attentif et d'être touché en fait par ces questions de classe. Et j'ai trouvé que sur l'AVC, il y avait un peu plus de… en tout cas, c'est moins vécu comme une lutte
ces inégalités de genre sont moins vécues comme une lutte, j'ai trouvé, par les professionnels médicaux que les inégalités de classe. Donc là, il y a déjà, enfin, à transmettre l'idée qu'il faut se battre contre ça, mais je le dis tout juste, et puis je vous repasse la parole, pardon, mais à nouveau, est-ce qu'on doit lutter contre les inégalités de genre contre les patientes? C'est ça, Madame Darmon. Vous avez une question qui vous est posée, enfin une réflexion que vous est posée effectivement par rapport à ça de Marie-Thérèse Pugliese qui dit « Les femmes effectivement sont moins attentives aux premiers signes annonçateurs de l'AVC et moins soucieuses de leur santé, a priori prises dans les préoccupations des siens et de ses activités professionnelles. En quoi le fait de préférer une rééducation plus axée sur son entourage que sa vie extérieure serait préjudiciable si cela reste un choix ?» Oui, je pense que cette question, alors à la fois je peux répondre, mais en fait, je ne souhaite même pas fermer la réponse à cette question. C'est-à-dire, je pense que vous avez raison de poser cette question-là, Marie-Thérèse, et que c'est une question qui doit rester, pour le coup, ouverte en partie. Ce qu'on pourrait répondre… Si ce n'est qu'on a un retard quand même de prise en charge au niveau du délai. Il y a oui, certes l'application, mais il y a quand même, là, il y a quelque chose à faire puisqu'on met en danger quand même, à un moment donné, la santé de la femme. La santé des femmes. C'est pour ça que je disais, ça, c'est l'aspect facile. Enfin, parce que moins compliqué, parce que là, on voit. Mais effectivement, eh bien, c'est la question que je pose. Alors, on pourrait dire, c'est axé sur les autres, donc ça, effectivement, je l'ai dit, mais par exemple, tout ce qui est esthétique ou tout ce qui est, par exemple, la non-conduite automobile ou le fait d'avoir peur de conduire, etc., là, c'est des choses sur lesquelles les médecins avertis pourraient travailler éventuellement. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire, ben non, à partir de maintenant, il faut que vous désintéressiez du sort de votre mari. Madame, c'est pas du tout intéressant et puis en fait, vous ne l'aimez pas tant que ça et il n'a pas besoin de vous. Donc, il s'agit évidemment pas de dire ça, il s'agit de dire, très bien, on va travailler comment bercer un enfant, mais est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas autre chose que vous faisiez avant et que vous aimeriez conserver? C'est-à-dire, du coup, oui, alors moins bien réapprendre à monter les escaliers, ça c'est sur les tests physiques qui sont faits. Effectivement, voilà, monter les escaliers dans votre maison, ça peut quand même, ne vous résignez pas trop vite. Voilà, on sait que du coup, les habitudes féminines peuvent être justement de s'adapter en fait, de se résigner en partie parce qu'on a appris à penser comme ça. Et donc, ne vous résignez pas trop vite à vivre dans la partie basse de votre logement. Après tout, les escaliers, ben non, on peut le faire. Et de fait, sur cette montée des escaliers, bien du coup, je ferai juste référence à ce que ma collègue a indiqué, l'activité physique moindre des femmes à certains âges. C'est que aussi ça s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire que de fait, il y a quelque chose dans le fait de renoncer à cet exercice du corps parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a d'autres choses à faire, etc. Et du coup, ben voilà, je me concentre sur bercer ma petite fille ou mon petit-fils, mais du coup, je ne vais pas monter les escaliers, c'est pas grave, on mettra un lit en bas. Enfin, de la maison. Et encore une fois, là, c'est des choses que j'ai vues, que j'ai entendues. C'est pas des exemples ad hoc, c'est vrai. D'accord. On a eu un témoignage aussi d'Émilie qui nous dit par rapport à la question que je vous ai posée sur le fait d'accompagner à la parentalité, de se tourner vers les publics les plus jeunes, qui nous dit que la Dozen, qui fait un travail intéressant auprès des jeunes, donc c'est à retenir et dans les échanges et peut-être enfin voilà, sur lesquels on pourra échanger au niveau régional. Ghislain nous dit qu'après Cœur des femmes, l'AVC féminin, une spécificité à prendre en compte, à nous d'agir comme préventeurs auprès de notre public. Alors, du coup, il y a une collègue de Claire Mounier-Veillé à Lille qui s'appelle Charlotte Cordonnier et donc qui est elle aussi, donc elle est chef de service de neurologie là où Claire Mounier-Veillé est en cardiologie. Donc, et enfin voilà, elle a fait un certain nombre d'articles sur les AVC féminins et une chose enfin c'est une collègue avec qui je travaille parfois et une chose qu'elle dit souvent, c'est les femmes aussi ont un cerveau. Donc pour faire le lien avec, elles ont des poumons, elles ont un côlon.
elles ont un cerveau. Et voilà, effectivement, hein, une spécificité à prendre en compte, en tout cas de ce côté-là. Et je dirais même, après, dans le cerveau des femmes, il n'y a pas que ça, il y a aussi Alzheimer. On a des travaux en sociologie qualitative qui montrent qu'il y a une tolérance plus grande pour les problèmes cognitifs féminins, qui va exactement aussi dans le sens de ce que je vous ai montré sur l'AVC, c'est-à-dire que de fait, pour les dames âgées, pour le coup, les patientes âgées, il va y avoir une tolérance plus grande sur certaines difficultés cognitives, qui va amener un diagnostic plus tardif d'Alzheimer. Donc Alzheimer, ça ne se soigne pas comme l'AVC, donc en un sens, bon, mais quand même, commencer les choses tôt, c'est toujours mieux, même s'il n'y a pas de guérison, enfin, actuellement, hein, donc pour Alzheimer. Mais bref, donc là aussi, on a un cas où cette tolérance plus grande, c'est aussi le côté, c'est pas, il y a des choses qui sont pas si graves pour les femmes. Et en fait, c'est ça ce qu'on peut, sans revenir, hein, sur le fait que, ce qui compte pour elles, parfois, c'est autre chose. Et donc, faut laisser ça, il faut leur laisser ça, il faut laisser ses priorités, c'est qui elles sont, mais en même temps, pousser aussi d'autres priorités et ne pas se résigner quand elles se résignent, je pense, peut être en tout cas dans les formations, etc. Et sur la question des jeunes, etc., il y a une chose qui m'a quand même surprise, c'est que là, quand je vous décrivais dans les équipes et sur les patientes, etc., j'ai jamais eu l'impression que la génération, l'âge des personnels soignants, en fait, ou des médecins, des équipes médicales et soignantes, avait une grande importance. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un peu, avec les effets de genre, on a parfois tendance à penser que, bon, il y a des choses qui remontent à longtemps et qu'aujourd'hui, tout va mieux. Donc, c'est vrai sur un certain nombre de points et c'est très bien, mais c'est pas vrai pour tout et c'est pas vrai tout le temps. Donc, en fait, en tout cas, moi, j'ai pas vu dans les discours, j'ai vu des choses différentes en termes d'âge et de génération, mais dans les pratiques et puis ce qui vraiment dans les réflexes, en fait, pas tant que ça. Voilà. Donc, mais du coup, tout ce qui est formation, effectivement, et puis tout ce qui est l'accueil différentiel, hein, qu'on fait à ces questions aujourd'hui par rapport à, oui. Je vois la référence sur les ressources. Là, est toujours bon à prendre. Là, c'est sûr que la connaissance aidera toujours par rapport à la méconnaissance. Ça, c'est certain. Ça, on peut, si on veut, si je veux finir. C'est valable dans beaucoup de domaines. Celle-là. Très bien. Je ne vois pas d'autres questions. Sandra Adèle nous dit sur le bus du cœur des femmes. Voilà, c'était par Madame Darmon qui Sandy nous apporte les liens auprès desquels on peut se référer. Pour rester dans le timing qu'on s'était imposé, en tout cas, moi, je vais grandement vous remercier pour vos 2 interventions. Ça a été un réel plaisir de travailler avec vous, de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir permettre aux personnes qui étaient présentes aujourd'hui, invitées aujourd'hui, de pouvoir vous entendre, se faire une opinion, l'ambition. On a parlé beaucoup d'ambition là dernièrement pour les femmes. L'ambition pour la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté, c'était vraiment à travers ce colloque de pouvoir un petit peu vulgariser cette problématique qu'on laisse souvent cantonner au niveau des revues spécialisées. Pour qu'on puisse justement se l'approprier beaucoup plus facilement. On a entendu à travers vos propos que le fait, et on vient d'en échanger immédiatement, que d'ignorer l'influence du sexe, du genre en santé, ça pouvait entraîner des situations complexes. Vous l'avez toutes les deux très bien illustré à travers le fait de minimiser certaines pathologies, des diagnostics qui sont retardés, des différenciations dans les traitements. Et puis en même temps, on garde cette approche, il me semble, du genre. Ça donne encore l'impression un petit peu j'avais pris l'exemple d'une pelote de laine où un peu tout est imbriqué, où
ça reste assez difficile de savoir quel fil on va pouvoir tirer pour parvenir à démêler cette pelote de laine, si je donne cette image. Et puis on se rend bien compte que cette impression, elle est un petit peu normale, parce qu'on a bien vu à travers vos exemples comme quoi le genre est un déterminant social de santé qui va être transversal. On le voit au cours qui revient au cours qui traverse tous les aspects de notre vie. Et donc, je m'adresse là aux professionnels qui sont avec nous cet après-midi, professionnels au sein de Mutuelle, mais également à vous, partenaires, avec qui on a l'occasion de travailler, ou pas d'ailleurs, et avec qui on aurait plaisir à travailler. C'est comment on peut avoir tendance à soit ne pas laisser cette pelote de laine de côté par peur d'y faire des nœuds, ou ne pas rester uniquement dans l'observation de cette pelote pour tenter d'anticiper, et puis on va se dire on va tirer un fil ou l'autre, mais sans décider réellement jamais de démêler cette pelote de laine. Alors, je suis beaucoup dans cette image-là. La Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté n'a pas de compétences particulières en tricot. Pour autant, pour vous dire que je souhaiterais vraiment continuer avec vous, professionnels des mutuelles, partenaires, continuer d'observer cette pelote de laine en essayant ensemble, autant que faire se peut, on l'a vu par rapport à les compétences qu'on peut avoir chacun, à démêler cette problématique. Pour ce faire, je vais vous laisser donc mes coordonnées dans le fil de la discussion. Je ne manquerai pas aussi de revenir vers vous pour qu'on puisse continuer ces échanges et continuer à travailler sur ces problématiques, tout en suivant vos travaux, mesdames, pour qu'on puisse aussi continuer à se nourrir de ce que vous faites, de l'actualité par rapport à cette problématique-là. Je terminerai en disant on a un lien qui va vous être proposé pour une enquête de satisfaction, savoir effectivement si ça a répondu, si cette intervention vous a convenu. Donc, je vous remercie par avance de bien vouloir la compléter, afin qu'on puisse se remettre également, certes en cause, mais voir comment on peut poursuivre ce travail-là. Une nouvelle fois, un grand merci à toutes les deux pour votre travail. Je m'excuse pour les petits débuts qui ont été un petit peu stressants. Et voilà, un grand plaisir d'avoir travaillé avec vous, en espérant qu'effectivement, on pourra revenir vers vous pour vous dire ce que la région Franche-Comté peut-être a pu mettre en place, amorcer comme réflexion. En tout cas, je suis certaine qu'il y a déjà des réflexions qui ont été amorcées, certainement des actions qui ont été mises en place. Donc, avec l'intention de pouvoir les partager pour répondre au mieux aux besoins de terrain et aux problématiques que vous avez soulignées. Un grand merci, mesdames. À tout le monde, belle fin d'après-midi. Et puis, au plaisir de pouvoir vous recroiser à travers les lectures de vos études et autres. Et au plaisir de retrouver également vous, mutuelles, partenaires et adhérents sur nos actions de prévention. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.